j'attendais 17h05 pour les 5 minutes de battement réglementaire, mais nous allons commencer à l'heure. Nous avons, comme vous pouvez le constater, 4 intervenants, même 5 avec Yves Deslois, donc ils sont nombreux. Donc il va falloir se partager la parole. Donc les étudiants qui sont là, qui vont poser les premières questions. Donc j'engagerai simplement nos 5 interlocuteurs à répondre de façon, je dirais, relativement concise, de manière à ce que la parole puisse bien circuler. Voilà. C'est juste une petite demande dont je suis certain que vous allez la respecter. Et donc troisième table ronde de cet anniversaire des 30 ans des éditions du Bordelot. Voilà. Donc cette table ronde, peut-être lever les mains, ceux qui ont participé aux précédentes. D'accord. Donc c'est un nouveau public. Voilà. Donc vous n'avez pas assisté aux 2 précédentes, mais vous avez affaire à la meilleure des 3. C'est la dernière. Voilà, avec les meilleurs intervenants, consacrés donc à la ou les républiques. Je rappelle que nous sommes dans le cadre à la fois de cet anniversaire des 30 ans des éditions du Bordelot, donc autour de Bordeaux, et puis dans le cadre des rencontres Sciences Po Sud-Ouest, puisque Sud-Ouest que je représente ici, donc est un vieux partenaire de l'Institut d'études politiques depuis 1984. Voilà, donc on se connaît bien, Yves, on se connaît bien depuis longtemps, et on est ravis de continuer ces rencontres. Mazarine Pinjot, qui est ici, donc qui s'en occupe avec moi, s'associe bien sûr à ce petit propos liminaire. Alors nous voulons parler de la République, mais aussi des républiques. Il y a la République et les républiques. Alors on n'a pas les étudiants qui ont préparé cette table ne se sont pas trop penchés sur l'aspect comparatif, à la fois sur le plan français, c'est-à-dire il y a eu 5 républiques en France, et puis également sur les républiques à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Europe. Mais enfin, si à un certain moment vous considérez utile d'invoquer un exemple étranger à titre de comparaison, évidemment, ne vous gênez pas. Voilà. Alors, nos invités, donc, ils sont au nombre de 4. Je commence peut-être par Vincent Peillon, donc, qui est au centre. Donc, vous êtes ancien député de la Somme, ancien député européen. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, donc entre 2012 et 2014. Vous êtes philosophe. On vous connaît bien à Bordeaux. Vous êtes assez souvent dans la région. D'autant plus que, puisque c'est l'anniversaire du Bordelot, vous dirigez une collection chez cet éditeur, une collection qui s'appelle la Bibliothèque républicaine. Donc ça tombe bien. Voilà, donc spécialiste de l'histoire de l'éducation, spécialiste donc de la République. Vous êtes aujourd'hui conseiller à la Cour des comptes, mais vous continuez à écrire, enseigner, donc et participer, donc comme aujourd'hui, à des débats. Et donc on vous remercie de votre présence. À côté de vous, donc Fabienne Brugère. Donc vous êtes philosophe, Fabienne. Donc on vous connaît bien à Bordeaux puisque vous avez enseigné à l'université voisine de Michel de Montaigne. Vous êtes ensuite parti à Paris, donc pour enseigner à Paris 8. Vous êtes spécialiste de l'esthétique, de philosophie de l'art, philosophie morale et politique. À Paris 8, je crois que vous aviez une chaire qui s'appelait la chaire de philosophie des arts modernes et contemporains, me semble-t-il. Vous avez fait pas mal de chemin depuis, puisque vous êtes aujourd'hui à la tête de cette université Paris Lumière. Alors, c'est pas exactement une université, c'est un regroupement universitaire. Yves m'a parlé d'une commu. Hein, bon, enfin, c'est pas grave. En tout cas, ça. Voilà, c'est une structure qui rassemble à la fois Paris 8. Paris 10, Nanterre, et puis un certain nombre d'institutions culturelles donc, en Île-de-France, et puis des unités du CNRS. Voilà. Donc c'est un ensemble assez complet, créé en 2015, je crois. Hein. Donc vous avez pris la présidence en 2019. Voilà. Vous êtes aussi directrice de collection au Bordelot. La collection s'appelle Diagnostic. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Voilà. Merci Fabienne. Donc, vous avez ensuite à côté de vous Vincent Peillon, donc Serge Audier. Vous êtes normalien, vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie morale et politique. Alors vous êtes très large spectre, hein, vous vous intéressez à beaucoup de sujets, dont certains évidemment nous intéressent directement, la République, dont ses rapports avec le socialisme démocratique, mais vous êtes penché aussi sur le néolibéralisme, auquel vous avez consacré une grosse étude là, en 2 volets, je crois, donc tout récemment.
Et en 2004, alors ça remonte un peu, mais j'ai noté que vous aviez publié des théories de la République. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, en tout cas si cet ouvrage a été revu, en tout cas toujours valable. En tout cas, voilà, vous avez élargi aussi vos intérêts donc à l'écologie. J'ai noté que vous aviez ce livre, La Cité écologique pour un éco-républicanisme. Vous aurez peut-être l'occasion de nous expliquer ce que c'est que l'éco-républicanisme. En tout cas, c'est une notion nouvelle qui évidemment nous intéresse. Voilà. Et puis donc à côté de Fabienne, donc de l'autre côté, donc Manuel Cervera Marzal. Merci d'être venu de Belgique, hein, puisque vous enseignez, vous êtes sociologue, vous enseignez à Liège, en Belgique, donc à la faculté des sciences sociales, et avec une spécialité autour des identités contemporaines, si j'ai bien vu. Vous travaillez sur de nombreux sujets, notamment sur la désobéissance civile, c'est d'actualité. Vous avez publié aussi autour de Gandhi une politique de la non-violence chez Michalon. Vous avez également, vous êtes penché aussi sur la sociologie de la France insoumise à travers dans un livre qui s'appelle Le populisme de gauche. Enfin, voilà, vous avez un nombre d'intérêts évidemment qui vous ramène aussi à ces questions politiques et républicaines qui nous occupent aujourd'hui. Donc voilà. Donc je vais tout de suite donc donner la parole donc au premier tandem d'étudiants qui est à côté de vous. Voilà, je leur donne la parole tout de suite. Donc, il s'agit donc de Benjamin et de Dorian. Et là, nous allons un peu nous pencher sur les sources théoriques de l'idée républicaine, de la République. Alors, je vous laisse la parole tout de suite pour poser les questions. Nous posons les questions prioritairement à un invité, mais évidemment, chacun des invités est tout à fait fondé évidemment à intervenir dès qu'il se sent l'envie et la légitimité pour le faire. Allez. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et au nom des étudiants, encore merci d'être présents ce soir. Ça nous fait vraiment très plaisir. Une première question vraiment assez générale pour cadrer peut-être le sujet. On se demandait, pour vous, quelles seraient les différences qu'on pourrait nommer directement entre la République et la démocratie ? Bon, c'est une question de cours. Hein, alors, qui veut répondre ? Bon, République, ça, étymologiquement, c'est la res publica, hein, la chose publique. La démocratia, c'est le kratos du démos, le pouvoir du peuple. Donc au fond, l'un indique plutôt, si j'ose dire, un objet, c'est-à-dire l'intérêt du peuple ou l'intérêt de la communauté civique. L'autre désigne davantage qui gouverne. Et est-ce que ce sont quelques-uns ? Est-ce que ce sont un seul ? Est-ce que c'est un seul ? Ou est-ce que c'est tout le monde, la majorité ? Donc ce sont quand même deux questions différentes. Et historiquement, elles se sont déclinées aussi historiquement. Je veux dire par là que le concept de démocratie, évidemment, est apparu en Grèce. Il a vraiment désigné le pouvoir du peuple. Le concept de res publica, évidemment, il est romain, il est plus tardif. Et de ce point de vue-là, il n'est pas lié à une démocratie, parce que Rome n'était pas une démocratie. Donc on a quand même là déjà des expériences et des concepts différents. Mais immédiatement, je serai enclin à nuancer ou à complexifier ce que j'ai dit pour plusieurs raisons. D'abord parce que dès l'Antiquité et dès les conceptualisations antiques, mais aussi dès les expériences antiques, et en particulier de Athènes au 5e siècle, mais au-delà, par exemple, Aristote essaye de définir ce qu'est un bon régime et ce qu'est un mauvais régime. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois, il pose la question en termes de qui gouverne. Donc, est-ce que c'est un seul, est-ce que c'est quelques-uns ou est-ce que c'est la majorité ? Donc, de ce point de vue-là, c'est démocratia aussi. Mais en même temps, il réfléchit en termes de quels sont les régimes qu'il appelle droits et quels sont les régimes qu'il appelle corrompus. Et les régimes droits, ce sont les régimes qui visent l'intérêt commun de la communauté tout entière. Et les régimes corrompus, ce sont les régimes, ou les régimes déviés, ce sont les régimes dont l'exercice est monopolisé par ceux qui gouvernent à leur bénéfice. Par conséquent, vous voyez qu'en même temps, il y a une conceptualisation en termes de qui gouverne et en même temps une conceptualisation en termes de en vue de quoi gouverne-t-on ? Est-ce qu'on c'est en vue de l'intérêt de ceux qui gouvernent ou de la communauté tout entière. Donc ça, c'est un premier point, je ne vais pas trop parler, mais c'est un premier point d'articulation qui est très intéressant, mais en même temps, les deux concepts sont distincts, hein, République et démocratie, et je dirais que toute l'histoire de la modernité, c'est en un sens l'histoire du mariage entre les deux, c'est-à-dire que de plus en plus, la res publica, la chose publique,
eh bien, il a été énoncé tout au long de la modernité, des combats politiques de la modernité, quelle est aussi la démocratie, ou en tout cas quel est le pouvoir du peuple. Et juste un exemple, et je m'arrête là, Jean-Jacques Rousseau, au cœur du XVIIIe siècle, dit que beaucoup de régimes peuvent être une res publica. Notionnellement, c'est possible qu'une monarchie soit une res publica, une chose publique. Et beaucoup l'avaient dit avant Rousseau, qu'une res publica pouvait être parfaitement une monarchie. Par exemple, Baudin, qui est un des grands théoriciens de l'État, avait dit cela. Et donc Rousseau dit oui, en principe, une res publica peut être une monarchie, mais en réalité non, parce qu'en réalité, le monarque agira en fonction de son bon plaisir, ou en tout cas en fonction de son intérêt Rousseau ne propre. connaissait pas encore les monarchies constitutionnelles. Oui, voilà. Donc, mais en même temps, oui, il y avait déjà quand même des éléments qui étaient à l'œuvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chez Rousseau commence à se décliner l'idée qu'une res publica est liée quand même au pouvoir du peuple et à la souveraineté du peuple. Fabienne Brugère, vous vouliez intervenir. Peut-être dire que la démocratie, c'est un terme difficile dans la culture française, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une culture républicaine très forte, il y a une histoire des républiques jusqu'à la 5e. Et la notion de démocratie, c'est un terme qui vient d'ailleurs. C'est un terme qui vient d'abord sur la forme, on peut le dire souvent, de la haine. Il y a ce fameux livre de Rancière, La haine de la démocratie, dans lequel il reprend Platon et la manière déjà dont Platon condamnait la démocratie. Donc il y a vraiment une histoire de la condamnation démocratique en France ou ailleurs, et en même temps aujourd'hui, il y a quand même une très grande demande de démocratie partout dans le monde, sous des formes différentes. À un moment, la demande démocratique a pu prendre la forme, y compris dans les discours politiques, de la démocratie participative. Et c'était d'ailleurs un angle de vue intéressant sur la démocratie, mais je crois qu'aujourd'hui, on est malheureusement assez en panne sur cette notion de démocratie participative. Et puis, reviennent de manière très forte un certain nombre aujourd'hui de mouvements sociaux autour de la demande de démocratie, de la demande de reconnaissance. On peut parler bien sûr des mouvements féministes, on peut parler de bien d'autres mouvements. Et je crois que l'un des avantages de la démocratie aujourd'hui, c'est que c'est un terme en même temps universel. C'est-à-dire que la demande de démocratie, c'est une demande qui est aussi face à toutes les situations d'oppression. Et ça, c'est une force du terme de démocratie. Yves Deslois, que j'ai d'ailleurs commis la grande erreur de ne pas citer à l'instant avant la présentation, ça me paraissait tellement évident. Je le crois encore directeur de Sciences Po, mais donc je ne le suis plus mission qu'il a exercée pendant combien, 4 ans 5 ans. 5 ans. Pendant 5 ans. Ouais, avec le Covid, ça fait 7 ans, mais bon, c'est pas grave. Donc Yves Deslois, tout le monde le connaît ici, donc professeur de sciences politiques, enseigne à Bordeaux, à Paris. Vous vouliez peut-être intervenir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que la question est très bonne. Parce qu'elle oblige à penser un certain nombre d'ambivalences, de tensions. Et moi, quand les étudiants me posent cette question, parce qu'il arrive qu'ils nous posent cette question en situation pédagogique normale, pas simplement, je dirais, dans un rassemblement de cette qualité, moi, je les amène souvent de manière virtuelle, bien sûr, je les amène place de la République. Et je leur dis, regardez la statue qui se trouve sur la place de la République depuis la fin du 19e siècle, et vous allez constater quoi ? Un certain nombre de symboles. Le premier symbole, c'est qu'une Marianne absolument gigantesque, ne portant pas de bonnet phrygien, ce qui dit déjà des choses, portant une couronne de laurier. Et puis, au bas de la statue, il y a un lion avec, à côté de lui, une urne électorale. Et je leur dis, finalement, la République, c'est ça. C'est une forme donnée à l'État. Et ça, c'est Marianne. Et puis, il y a éventuellement un lien complexe en France avec la question du suffrage et de la démocratie. Et le lion, qui symbolise traditionnellement dans l'architecture républicaine le suffrage et la démocratie, on voit qu'il est de toute petite taille par rapport à une Marianne qui est... la plupart d'entre vous avez vu Marianne, mais vous avez oublié le lion. Et alors l'urne électorale, là... Il n'y a que ceux qui s'intéressent au vote qui l'ont noté. Et donc cette tension, elle existe. Elle existe
cette statue, hein, elle a été inaugurée en 1889, et elle existe depuis ce moment-là où, effectivement, comment faire articuler en France la prévalence d'un État jacobin, central, avec, effectivement, la respiration démocratique. Et on a, suivant les moments de l'histoire, des réponses qui sont quand même plutôt favorables à l'État et un tout petit peu moins favorables à la démocratie. Et je trouve que pour les élèves, ça leur permet effectivement de repartir à Paris, visiter la place de la République. Est-ce qu'on n'a pas, évidemment pas épuisé la question? Quelqu'un veut encore intervenir ou on passe à la suivante? Non, tout le monde... Bon, alors là, les étudiants, allez-y. Question suivante. Vous avez un micro. Cette question va faire écho aux travaux notamment de Serge Audier et Vincent Payon, mais bien sûr tout le monde est appelé à répondre. Quel rapport entretiennent respectivement le libéralisme et le socialisme avec l'idée républicaine? Ah, Vincent Payon. On ne m'avait pas du tout prévenu de l'exercice auquel vous me conviez. Je vous salue tous. Bonsoir à ceux qui sont à mes côtés. On m'a dit, viens pour les 30 ans des éditions du Bordelot, et l'amitié qui me lie depuis près de 30 ans maintenant à Cathy Vessy, que j'aime tant, qui m'a tant appris sur les questions sociales, et Jean-Luc Vessy, mon collègue philosophe qui dirige cette maison, a fait beaucoup de choses et m'a permis de connaître beaucoup d'entre vous. Je me suis défilé tout à l'heure avec votre question République et démocratie tout de suite, là, en me disant, bon, oh là là, la question de cours énorme qu'il nous pose en arrivant. Et je me suis tourné vers Serge Audier en disant, il faut que Serge réponde. Serge, c'est un des bonheurs de la vie du Bordelot il y a maintenant près de 20 ans, parce qu'il avait publié ce petit livre que vous évoquez là, Les théories de la République. Je vous conseille tous de le lire, c'est toujours chez La Découverte. Vous aurez vraiment le point sur les questions que manifestement vous vous posez. C'est 100 pages, écrit gros, c'est bien, il sait bien faire, Serge. Il est très pédagogue, et vous verrez... ce qu'il est capable de dire, comme je vais y venir, son petit livre à La Découverte sur le socialisme libéral. Et donc, à l'époque, c'est le travail de l'éditeur, et moi j'ai eu plaisir à diriger cette collection, et maintenant quelques autres au Bordelot, c'est de trouver des gens qui ont quelque chose à dire et qui savent ce dont ils parlent, dans un monde où, évidemment, même ces notions que vous évoquez sont souvent assez mal comprises. Vous avez parlé de République et démocratie, je vous en dis un mot quand même, parce que Serge vous a dit, et Fabienne aussi, des choses très intellectuelles, mais c'est pris dans un débat très politique en France. Quand j'avais 30 ans, il y a un monsieur, alors vous savez, c'est l'effondrement du marxisme, et la République est devenue comme une espèce de substitut, une espèce de totem qu'elle demeure. Tout le monde est républicain. Les gens donnent à leur parti le nom les Républicains, droite, gauche. Et d'ailleurs, aux États-Unis, ce n'est pas le même sens, démocrate-républicain, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pense ici. Bon, les deux grands partis s'appellent comme ça. Et donc on s'est dit, bon, chute du mur de Berlin, effondrement de l'idéal communiste qui avait tellement pesé sur la gauche française, il fallait un substitut, dans le fond une espèce de nouvelle religion de salut terrestre. C'est devenu le républicanisme, avec en plus à ce moment-là, vous voyez, le bicentenaire de la République. Et un proche de François Mitterrand, et qui accompagnait à cette époque Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme d'une très grande culture, Régis Debray, que j'aime beaucoup, a fait un papier qui a été vraiment très important dans le débat français. Alors, c'était au départ un papier... alors, Serge va donner les références exactes, mais je crois dans le Nouvel Observateur, ça a dû être pris dans Contretemps ou Éloge de la République. Bon, un bouquin qu'on trouve aussi en poche, Contretemps, hein, je crois. Ouais. Et dans ce papier, il opposait République et démocratie, comme deux modèles qui n'ont rien à voir. Si vous êtes républicain, vous êtes pour l'État. Si vous êtes démocrate, vous êtes pour le marché. Si vous êtes républicain, vous êtes un type qui pense que vous avez des devoirs. Si vous êtes démocrate, vous êtes une espèce de consumériste des droits, etc., etc. C'est quelque chose qui a structuré des oppositions politiques et intellectuelles très fortes en France. Je pense, je lui ai dit, alors que c'est intellectuellement absolument pas fondé. C'était un geste très politique que posait à ce moment-là Régis Debray. Dans le fond, peut-être il y a ce qu'a dit Fabienne Brugère, c'est-à-dire que nous avons une difficulté avec la démocratie. Peut-être. Moi, je crois, dès la Révolution française en tout cas, et c'est ce que Serge a essayé de dire sur Rousseau à la fin, si vous lisez par exemple Robespierre, vous verrez que Robespierre dit ce que dit quand même nos textes. Vous savez que notre République est démocratique, sociale et laïque. Donc nous, on l'a instituée. Bon. Et ça fait un moment que ça dure. Bon. Donc il n'y a pas de sujet pour nous sur cette question.
Mais même Robespierre, la terreur dont on parle tellement en ce moment, Robespierre dit qu'il ne peut pas y avoir de république qui ne soit pas démocratique. Alors ce geste de Debré a déporté le débat, a créé des vrais clivages politiques qui continuent d'être très présents en France. Alors sur aussi des questions comme la laïcité, vous voyez, les gens qui étaient pour une laïcité qui ne correspond pas d'ailleurs tout à fait à celle de 1905, s'appelle le printemps républicain. On voit dans la surenchère, on veut toujours être plus républicain que le voisin maintenant. Donc c'est devenu un débat très politique. Avec le privilège de l'âge, je serais tenté de vous dire la chose suivante, qui a été un peu indiquée avant. Soyez très méfiants de tous les singuliers. Il n'y a pas la République, il y a des républiques. Il y a une république italienne, une république fédérale allemande. Il y a une république... Les Français pensent qu'ils sont les détenteurs de cette exception française. La République, c'est nous. Bon, déjà, il y en a 5. Enfin, la 5e, on l'a déjà un peu retravaillé, je ne sais pas de combien de dizaines de fois. Mais ça n'est pas vrai. Il y a des républiques. Et intellectuellement, il y a des républicanismes. Parce que la République, et là, je vous conseille aussi un très beau livre qu'on a fait au bord de l'eau, de Maurizio Viroli, Républicanisme, avec une postface de Serge qui est plus longue que le texte. Parce que ce n'était pas une erreur de jeunesse, ça reste un texte de référence. Donc bon, c'est un genre nouveau qu'on a créé ce jour-là. Et je trouve que, vous voyez bien, les républicanismes, ils sont très différents. Et aujourd'hui, à part les idéologues, mais très bien, le monde politique, mais très bien, mais ceux qui travaillent sur ces questions sont très précis. Si on parle des cités italiennes, si on parle, il a évoqué Bodin, tout ça, il faut l'aborder dans ses différences. Et je serais tenté de dire la même chose sur la démocratie. Donc vous, en tant que démocrate et républicain, je vous conseille d'avoir une attitude intellectuelle, la laïcité intérieure, qui est une attitude républicaine et démocrate. Donc méfiez-vous toujours des singuliers. Derrière la République, il y a des républiques. Et on peut en discuter. C'est même la vertu de la République que l'on discute du modèle politique. Pareil en démocratie. Personne n'est détenteur ou propriétaire de ces définitions. Elles sont à discuter en permanence. Vous prenez par exemple en 71, je parle encore sous le contrôle de Serge, il me semble qu'il y a un monsieur qui a fait un vocabulaire sur la République, il distingue qu'il y a 27 républiques, des épithètes. Vous avez même une République conservatrice, Thierry Littré, c'est la République conservatrice. Vous avez la République radicale, vous avez la République sociale de Jaurès, vous avez donc... Quelle République? Donc vous dites quelle République? Quelle époque? Quel contexte? Et là, vous commencez à penser. Pareil sur la démocratie, il n'y a pas une démocratie, ce n'est pas le suffrage universel, la volonté. Il y a plusieurs modalités, et plusieurs modalités d'expression, effectivement, du pouvoir politique. Alors, pour socialisme, républicanisme et libéralisme, je repasse la parole. Alors, passez-là à votre voisin, donc à Manuel, voilà, qui voulait intervenir. Et vous pouvez intervenir après si vous voulez répondre à la question, vous aussi. Merci beaucoup. Merci à Sciences Po et au Sud-Ouest pour l'accueil. Et puis, joyeux anniversaire au bord de l'eau. Je me retrouve entièrement dans ce que mes trois collègues viennent de développer chacun leur tour. Alors, vous êtes tous les trois philosophes et je suis sociologue. Et puis, deux d'entre vous, Fabienne, je sais un peu moins, mais ont énormément travaillé sur ce sujet de la République. Moi, strictement jamais. Donc, je suis tombé là un peu par hasard, mais je suis ravi d'être là. C'est parce que vous venez d'une monarchie, c'est ça? C'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, pour répondre à la question que vous venez de soulever, sur celle du rapport entre les socialistes d'un côté, les libéraux de l'autre, à la question de la République et celle qui nous réunit, me vient spontanément à l'esprit une lecture que j'avais faite il y a quelques années du livre de Samuel Hayat, qui est historien politiste. Yves Deslois était dans son jury de thèse, si je ne m'abuse, qui porte sur la Révolution parfois un peu négligée, parce que coincée entre 1789 et 1870, à savoir 1848. Et le sous-titre du livre est « Quand la République était révolutionnaire ». Et ce qu'il montre bien, si je résume vraiment ces 400 pages à leur thèse centrale, c'est qu'en réalité, en 1848, on n'a pas uniquement le conflit évident entre la monarchie et puis la République, mais on a au sein même en fait, des partisans de la République un conflit qui se joue, et c'est pour ça que votre question m'y a fait penser, entre justement deux grandes conceptions. Alors on peut en dénombrer 27, on peut en dénombrer beaucoup, mais là, il y en a deux grandes qui se jouent selon Samuel Hayat. Une conception plutôt libérale d'un côté, modérée, et une conception radicale socialiste de l'autre, avec un conflit qui se joue sur deux grandes questions. La première, c'est celle des élections. Évidemment, tous les républicains sont d'accord pour dire que le suffrage censitaire, c'est fini, il faut passer au suffrage universel
masculin quand même, entre parenthèses. Mais là où il y a une vraie différence, c'est qu'on a d'un côté des républicains modérés qui estiment que les élus ont quelque part le monopole de la représentation politique. L'élection confère un pouvoir exclusif en fait aux représentants, alors que de l'autre côté, du côté des républicains démocrates, des républicains socialistes, on a cette idée d'une pluralité des formes de représentation politique qui permet donc d'aller au-delà. On parlait tout à l'heure de démocratie participative, évidemment que le terme n'était pas en circulation à l'époque, mais voilà, des organisations ouvrières, des mutuelles, déjà des coopératives sont aussi des formes de regroupement qui peuvent prétendre à une forme de représentation pas contradictoire, mais plutôt parallèle à celle des élus. Ça, c'est la première grande scission sur la question de l'élection. Et le deuxième point au sein même des Républicains qui va faire clivage, c'est la question de la citoyenneté, avec, pour le dire à nouveau très vite, d'un côté une citoyenneté abstraite qui renverrait le citoyen, voilà, une forme de sujet de droit universel, dépouillé finalement de toute appartenance sociale, et de l'autre côté une citoyenneté plus sociale qui admet qu'on est citoyen, mais on est aussi femme, on est ouvrier, etc., etc. Et je pense que voilà, c'est un livre qui développe extrêmement bien ça. Et peut-être juste, donc comme j'ai pas travaillé sur le sujet, moi je cite des livres, hein, je me raccroche aux branches mais plus récemment, et pour revenir cette fois-ci la première question sur la République et la démocratie, là je mentionnerai quand même, puisque je crois pas que vous l'ayez fait, mais le livre de Jean-Fabien Spitz, beaucoup plus récent pour le coup, La République, quelle valeur, qu'il avait prévu initialement, je crois, d'intituler L'idée républicaine contre l'intégrisme républicain. Bon, c'est l'éditeur qui l'a fait changer de titre, mais tout est dans voilà, tout est dans ce sous-titre en fait, ou ce titre prévisionnel, et qui, pour lui, c'est très clair, l'idée républicaine est une idée qui est nécessairement arrimée à l'idée démocratique. Et aujourd'hui, en fait, toute la difficulté qu'on fait face à l'émergence, bon, on ne donnera pas de nom, on laissera chacun mettre les noms qu'il veut sur tout ça, mais d'un intégrisme républicain qui nous propose une conception falsifiée de la laïcité, qui nous propose une conception de l'égalité qui, en fait, ramène l'égalité à quelque chose comme l'uniformité, et qui propose un universalisme qui est tout ce qu'il y a de plus abstrait aussi. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Oui, Serge Serge Oui, Audier. parce que, pardon, je te donne la parole, Serge. Bon, en vous écoutant, parce que c'est tellement long de vous raconter les choses, mais c'était l'idée même du bord de l'eau. Et cette histoire, je vous ai dit qu'il avait fait un livre qui s'appelle Le socialisme libéral, c'est que justement, après ce moment dont je vous parle, au début des années 2000, on se dit, mais c'est très très étrange. Tout le monde parle de République, et la République qu'ils sont en train de nous présenter n'a rien à voir avec cette République, voire ce socialisme, voire ce libéralisme, puisque nous, on a fait la jonction entre les trois, que nous connaissons à travers nos études, étant les uns et les autres plus ou moins spécialistes. Ce qui fait qu'on a fait venir, vous parliez de Spitz, y compris ce livre que vous citez, il l'avait écrit au départ pour le bord de l'eau, et à notre demande. Et on l'a aussi fait éditer Louis Blanc, vous parliez de 48, hein, les ateliers nationaux, les ateliers sociaux, c'est Louis Blanc, les coopératives, ce débat au Sénat qui était à l'époque cet endroit où sont venues ces premières contractualisations entre les ouvriers et les patrons. Bon, l'idée du bord de l'eau à ce moment-là, et le courage de Jean-Luc Vessy, c'est de se dire, il y a un air dominant qui ne sent pas bon, nous sortions de 2002, du 21 avril. Donc de cet échec de la gauche, et de cette arrivée pour la première fois au second tour du Front National. Les choses ne sont pas, rassemblement maintenant, arrangées depuis. Et l'idée était quand même, c'est un travail d'intellectuel et d'éditeur, de se dire, si nous en sommes arrivés là, c'est aussi pour des raisons intellectuelles. La crise politique, elle naît d'abord d'une crise intellectuelle. Les premières défaites sont des défaites de l'esprit avant la défaite dans les urnes. Et donc, autour de bord de l'eau vont se grouper un certain nombre de gens, un certain nombre de travaux, un certain nombre de militants, ce mot n'est pas un vilain mot, qui vont essayer de refaire découvrir notre tradition, car tout le monde parle de République, mais vous savez, il y a républicains de la veille, les républicains du lendemain, comme on dit. Bon. Mais qui lit Edgar Quinet ? Qui lit Louis Blanc, pas édité depuis si longtemps ? Qui lit Célestin Bouglé ? Qui lit Henri Michel, le grand Henri Michel que nous aimons tant, qui montre justement le lien entre socialisme et libéralisme, la question de l'individualisme. Les choses sont très différentes dans le fond, des a priori ou des préjugés. Le premier livre qu'on publie, d'ailleurs, c'est Pour la laïque de Jaurès, parce que c'est une découverte totale. Jaurès, il vient à l'Assemblée nationale et il parle de Dieu. Et il dit la laïcité, mais moi j'ai écrit toute ma thèse de philosophie sur une certaine conception de Dieu, et comme homme politique, je continue de parler de Dieu.
Donc voilà un artisan de la loi de 1905 qui n'est pas du tout anti-religieux. Il peut être anticlérical, il n'est pas anti-religieux. Et l'idée même que l'être humain, voire l'élève, pour ce qui le concernait, puisqu'il a écrit des textes là-dessus, soit animé par un désir d'infini, par un mouvement d'infini. Donc le bord de l'eau, là, regroupe un certain nombre de gens qui vont faire le lien alors, entre républicanisme et socialisme, puisqu'il y avait une espèce de divorce qui s'était instauré, avec l'idée aussi communiste qu'ils étaient anti-républicains. Les socialistes, c'est des étatistes, ils sont contre l'individualisme, ils sont contre les libertés publiques. Bon, mais non, la grande tradition du socialisme démocratique français, y compris qui trouve ses sources dans 1948, c'est une tradition de conquête des droits et des libertés. Toutes les grandes conquêtes des droits et des libertés, c'est le républicanisme social français ou le socialisme démocratique. Mais ces traditions étaient oubliées, étaient perdues, donc il fallait les donner. Et alors, quand un type comme Jaurès écrit « le socialisme est un individualisme logique et complet », on se dit « mais non, le socialisme, c'est des gars qui veulent mettre tout le monde au couvent, à la caserne, qu'ils soient tous pareils, etc. » Donc, nous, on publie et on demande à ceux qui connaissent de ressortir comme Serge, comme Philippe Chagnal, qui était dans la table ronde précédente, qui est un remarquable chercheur, qui est venu très tôt et nous a beaucoup aidé au bord de l'eau, à republier ces textes et à montrer que non. En réalité, on l'a fait avec Eugène Fournière, le mouvement des Amis de Jaurès, le mouvement socialiste, est individualiste. Il revendique même le titre qu'on trouve dans un texte de Jaurès, qu'on trouve chez Renouvier, qu'on trouve dans le titre du livre d'un socialiste libéral. Ils pensent qu'ils sont les plus libéraux. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, c'est la déclaration des droits de l'homme, c'est les droits de l'individu, c'est le respect de la personne et de la dignité humaine. Ça a été le combat des républicains français, évidemment des socialistes. Ils disent, nos seules tables de la loi, c'est la déclaration des droits de l'homme. Vincent Payon, est-ce que je peux vous demander de passer la parole à votre voisin ? Non, finalement plus. Je crois que je vais la monopoliser. Merci. Merci beaucoup pour ce développement. Oui, je voudrais rebondir juste sur quelques éléments qui ont été dits et pour rebondir aussi sur ce qu'on a voulu faire au bord de l'eau sans être dans l'autocongratulation, bien entendu. Oui, ce que je voudrais d'abord remarquer, c'est que quand Fabienne parle effectivement d'un certain nombre de mouvements, il se donne plutôt comme horizon la démocratie plus que la République. Ce qui nous ramène peut-être à la captation dont Vincent Payon a parlé. Parce que peut-être qu'il faudrait, en faisant l'aller et retour entre le passé et le présent, redonner à République et à l'idée républicaine et justement sa complexité. Tu évoquais justement plusieurs lectures de la République. Je rappelle par exemple que les communards se voulaient des républicains et des partisans de l'authentique républicain, les républiques. Et Thiers, qui les a assassinés, se réclamait de la République et se voulait aussi le fondateur de la République. Donc ces mots-là sont des mots effectivement controversés, sont des enjeux de lutte et de définition. Et pour revenir maintenant un peu à la fois à votre question sur socialisme, libéralisme et républicanisme et sur le travail du bord de l'eau, parce que les deux choses sont liées. Ce qu'on a voulu faire avec Jean-Luc Vessy et avec les éditions du bord de l'eau, c'est de fait essayer de sortir d'un certain nombre de totems et de caricatures et revenir non seulement au texte, mais aux batailles intellectuelles et politiques qui ont accompagné ces textes. Je prendrai un exemple qui se diffracte, si j'ose dire, sous deux modalités. On est quand même ici à Bordeaux, hein, c'est quand même là où Durkheim a fait son cours sur le socialisme. Durkheim était un éminent républicain qui n'aimait pas beaucoup la lutte des classes, qui n'aimait pas beaucoup le marxisme, mais par contre il fait un cours sur le socialisme avec une certaine empathie sur le projet de redonner aux politiques son rôle dans le pilotage, si j'ose ce mauvais mot, de l'économie. Et donc Durkheim s'intéresse passionnément au socialisme et il est très intéressé aussi par des réformes sociales extrêmement importantes, comme par exemple celle sur l'héritage. Et donc c'est un républicanisme social que défend Durkheim. Et pas loin d'ici, enfin un petit peu loin quand même, mais à Toulouse, un proche de Durkheim, d'abord il y avait Jaurès à Toulouse, bien entendu, mais il y avait donc Célestin Bouglet, qui était un sociologue extrêmement important, qui a quand même dirigé aussi l'école normale supérieure et qui a été vraiment une éminence grise des radicaux socialistes, donc c'est pas rien dans l'histoire de la gauche. Célestin Bouglet voulait lui aussi, au fond, articuler des éléments à la fois de libéralisme au sens de la vraie liberté des droits de l'homme,
et de socialisme, au sens d'une certaine socialisation de l'économie et de la République, avec l'idée que c'était en vue du bien commun de la communauté tout entière que tout cela devait être fait. Et je rebondis sur le deuxième élément de diffraction qui me paraît très important, parce que ce sont aussi des combats, un des combats les plus fondateurs de l'histoire démocratique française et républicaine française, c'est tout de même l'affaire Dreyfus. Et pendant l'affaire Dreyfus, c'est ce à quoi faisait allusion quelque part Vincent Peillon, ce fameux débat sur l'individualisme. Il y a un immense débat au moment de l'affaire Dreyfus, parce que certains disent, mais ceux qui défendent Dreyfus et l'honneur de Dreyfus, ce sont des individualistes, ils veulent ne penser qu'à partir de leur propre réflexion personnelle, ils ne pensent pas à l'intérêt de l'État et à l'intérêt de l'État vis-à-vis de la guerre. Et par conséquent, ce sont des intellectuels et des individualistes. Et on a un immense débat, dont Célestin Bouglet, mais aussi Durkheim, dans un magnifique texte sur l'individualisme. Ces deux auteurs-là donc prennent part à ce débat. Et Durkheim affirme que, au fond, il y a une mauvaise acception du mot individualisme, c'est l'égoïsme dans sa version utilitaire la plus vulgaire, mais il y a une grandeur de l'individualisme. Ce sont au fond les legs, notamment de la Déclaration des droits de l'homme et de toutes les conquêtes des droits individuels. Et il y a même une sacralité de l'individu en tant qu'être humain qui est fondamentale et qui explique les combats pour le droit. Et juste sur ce point, je voulais juste mettre en avant le fait que Jaurès lui aussi écrit au même moment un article où socialisme et liberté, et c'est là notamment qu'il explique que le socialisme est un individualisme logique et complet. Donc on voit que toutes ces dimensions qui ont été désarticulées par un certain nombre de totems idéologiques, et notamment de isme, libéralisme, socialisme, républicanisme, ont été au contraire réarticulées dans un certain nombre de batailles fondamentales, et la bataille de l'affaire Dreyfus a été une des batailles les plus constitutives de l'identité républicaine et démocratique de la France. Merci Serge Audier. Donc sur voilà, c'était très clair. Sur cette deuxième question, les étudiants voulaient d'autres réponses. Quelqu'un veut intervenir, compléter, ou est-ce qu'on passe à la nouvelle question ? Bon, on va passer à la question suivante. Alors oui, peut-être la nouvelle question. Vous avez parlé de notions de citoyenneté, de notions de peuple qui sont fondamentalement liées à la notion de république. Est-ce que vous pensez qu'une république aujourd'hui puisse exister sans une certaine vertu civique de ses citoyens ? Fabienne Brugère ? La vertu. La vertu civique. Est-ce que ça vous parle ? La vertu civique, j'ai pas beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, la vertu civique, c'est-à-dire qu'elle a un sens en général, elle est liée à la question du désintéressement. C'est-à-dire le fait que l'on est capable de s'investir dans la chose publique de manière désintéressée. Et donc, bien sûr, là-dessus se joue tout un débat, je dirais, souvent entre les philosophes et les sociologues. À savoir, peut-on avoir un rapport désintéressé à la chose publique ? Et en fait, pour ma part, j'ai surtout travaillé sur la philosophie anglo-américaine à partir des Anglais et des Écossais du XVIIIe siècle. Donc, et puis après, sur la philosophie contemporaine, beaucoup dans le cadre aussi de la théorie féministe américaine. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'intérêt. Et j'ai du mal à croire que l'on puisse vraiment poser dans un régime politique de la part des citoyens un désintéressement. Et là-dessus, j'ajouterais aussi que c'est peut-être une vision concrète, pragmatique de la politique. Donc la vertu civique, je la remplacerai plutôt par la chose suivante: comment on concilie les différents intérêts dans une société politique et comment on arrive à les faire cohabiter, à les concilier au nom d'une exigence démocratique. Par ailleurs, deuxième chose sur la notion de peuple, je pense que je suis assez mal placée pour répondre à la question parce que j'ai beaucoup travaillé sur des choses un peu marginales du point de vue du peuple, enfin considérées comme marginales. Publié un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le peuple des femmes et qui repart donc en fait de tous les mouvements féministes dans le monde et du fait que le peuple des femmes a été longtemps un peuple empêché. Donc moi, ce que j'aime beaucoup dans le peuple, c'est non pas tout ce qu'on fait dire au peuple, mais en fait tous les empêchements du peuple, tout ce qui fait que le peuple n'est pas écouté, tout ce qui fait qu'il revendique aussi. Et je crois que là-dessus, dans le bord de l'eau, il y a justement un travail énorme
énorme autour de ça, autour de l'idée de comment on visibilise des empêchements qui font aussi le peuple. Donc je suis peut-être pas la personne voilà, la plus à même de répondre. mais vous apportez un point de vue particulier, intéressant. Et donc, Manuel, vous voulez intervenir vous aussi? Oui, peut-être brièvement, mais sur cette question de la vertu et du civisme, je pense à des historiens des idées comme Quentin Skinner, Pocock, qui nous ont fait redécouvrir toute la tradition de l'humanisme civique, qui insiste beaucoup sur le fait que voilà, il existe une conception de la liberté qui est une liberté non pas une liberté contre le pouvoir, mais une liberté comme participation précisément au pouvoir, et donc comme souci d'abord premièrement de la chose commune, et puis comme souci aussi de faire primer le bien commun sur les intérêts particuliers. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, vous demandiez, la formulation de votre question, c'était une république est-elle possible sans individu Est-ce qu'une république peut exister sans vertu civique? Oui, spontanément, j'aurais envie de vous répondre en rousseauiste, enfin c'est bien ça, c'est en rousseauiste, à savoir qu'il n'y a pas d'institution libre sans individus qui sont eux-mêmes des individus libres, et qu'en même temps aussi c'est tout à fait circulaire, c'est-à-dire que c'est l'existence d'institutions de la liberté qui contribuent à façonner des individus qui sont prédisposés, animés, enjoués et attirés par la liberté. Donc bien sûr, voilà, on est un peu dans cette espèce de circularité tout à fait, quand ça marche, mais quand ça coince à l'un des deux niveaux, ça devient aussi rapidement un cercle un peu vicieux, mais de fait, oui, je pense que la vertu a quelque chose à jouer fondamentalement. Yves Deloy. Oui. Moi, j'ai un point de vue qui est plus historien que philosophe, hein, vous m'en excuserez, je n'ai pas ces qualités-là. Et c'est une question qui obsède quand même, je dirais, les républicains de la Révolution française, je dirais au moins jusqu'en 1945. Après, j'ai des doutes. Mais la question est évidente de savoir si les citoyens sont à la hauteur, je dirais, des exigences de la citoyenneté qui leur est attribuée, et donc ont les vertus qui vont bien et qui permettent effectivement de répondre positivement. Il y a des citoyens, il y a une vertu, il y a une république, une démocratie, tout va bien. Et puis très vite, les républicains prennent conscience que la vertu, elle n'est pas naturelle, et que s'il n'y a pas, comme vous l'avez dit, des institutions de la liberté, et une institution majeure à laquelle il va falloir quand même, avant 18h, parler, quelle école? Ah bon. On va parler de l'école. On est rassuré. Très très vite, et l'exemple de 1848 et du coup d'État qui met fin à cette expérience républicaine est évidemment un traumatisme pour une grande partie de ceux qui vont fonder la Troisième République. Il faut savoir que Gambetta, Ferry arrivent au pouvoir, ils sont déjà quasiment, je dirais, à la retraite, et beaucoup d'entre eux disparaîtront dans les quelques années, je dirais, qui suivent les grandes lois républicaines en raison de leur âge et du fait qu'ils sont évidemment nés, eux, avec évidemment un militantisme politique sous le Second Empire. Et pour ces gens-là, très clairement, les vertus, elles doivent être le cœur de l'enseignement, je dirais, public. Et ils se font proudhoniens d'une certaine manière, puisque évidemment, il n'y a pas de démocratie sans démopédie. Il fallait le dire. Et il y a là, évidemment, l'enjeu, évidemment, de l'ensemble, je dirais, des politiques éducatives qui vont commencer à être mises en œuvre pour tenter de rapprocher le citoyen des exigences vertueuses qui sont associées à la pratique de la citoyenneté. Un bref commentaire, peut-être encore, sur ce point. Alors, Vincent Payon, vous voulez un bref commentaire? Ils sont un peu comme ça. Hein. En fait, si on s'attarde une seconde là-dessus, mais pour votre... le grand débat vient depuis, on a évoqué Spitz tout à l'heure, depuis une trentaine d'années des États-Unis. Et les États-Unis, vous avez ce monsieur, le nom a été cité, qui s'appelle Pocock, qui a fait un très grand livre sur le moment machiavélien et qui dit qu'il y a une opposition structurante entre républicanisme et libéralisme, c'est-à-dire droit et vertu. Droit, je vous donne des droits, la déclaration des droits, d'accord? Libéralisme. Vertu, participation civique et pas moralité. Participation civique, Machiavel, etc. Bon. Et c'est sa lecture. Et ce qui se passe depuis 20 ans, et là encore, le Bordelot prend toute sa part, a pris toute sa part, c'est qu'un certain nombre de jeunes chercheurs remettent en cause cette partition en disant mais pourquoi y aurait-il une opposition entre les droits et la participation civique ou la vertu? Le dernier livre que nous venons de publier, c'est un monsieur qui s'appelle Richard Price, ses observations sur la liberté,
qui est dans la Révolution française un Anglais qui est un des premiers qui prend parti pour la Révolution américaine et le premier qui dit qu'il y a un lien entre Révolution anglaise, américaine et française. C'est d'ailleurs à lui que Burke, dans ses réflexions sur la Révolution française, va répondre. Donc il est oublié, mais c'est un personnage absolument essentiel. Et la grille de lecture que nous mettons en place, et c'est tout à fait vrai, Deslois l'a dit, pour, à mon avis, les républicains français. Donc c'est Christopher Hamel, ce jeune chercheur, qui nous a aidé à publier ça, qui avait fait un très 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 beau texte en 2007 sur prendre la vertu et les droits au sérieux, en montrant, qu'il est un élève de Spitz, ça ne marche pas, la division. Et on peut relire toute notre histoire française à partir de la Révolution française, certains le font, historiens et philosophes d'ailleurs cheminent ensemble là-dessus, en disant, mais en fait, on comprendra mieux, alors Mirabeau, Robespierre, etc., mais aussi Jules Barny, Pierre Leroux, etc., si on quitte l'axe des anglo-saxons, l'axe de Pocock, la séparation vertu et droit. Donc on est bien sur la question que vous posiez, mais dans l'actualité du débat intellectuel, à un moment c'est opposé, d'accord, vertu et droit. Et donc, il y a des gens qui pensent que la participation civique n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, en tout cas pour notre tradition, tout l'effort intellectuel depuis 20 ans, c'est de dire non, finalement, il faut au contraire les rapprocher. Et il y a plein d'auteurs qui, et en particulier les auteurs anglais qu'on relie entièrement de ce point de vue-là, il y avait un travail qui avait été fait à Bordeaux d'ailleurs sur Harrington qui était très bon, c'est de dire, regardez, votre dichotomie, là, celle de Pocock, ça ne marche pas. Il y a les deux en même temps, il y a les droits et la vertu. Merci beaucoup. Alors le temps file à toute allure. Donc je vais demander à nos deux étudiants donc de regagner leur place et donc je les remercie. Donc Anaïs, voilà, Anaïs et Agathe. Donc vous prenez place. Donc elles vont essayer avec vous de resserrer un petit peu la définition de la définition de la République. Alors les filles, c'est à vous hein, pour cette deuxième partie. Bonsoir, merci de votre présence à Sciences Po Bordeaux. Donc, on voulait d'abord un peu parler de la récupération politique des valeurs républicaines, mais vous y avez déjà un peu répondu dans un premier temps. Donc, nous allons passer plutôt au lieu de transmission de ces valeurs. Et donc, je donne la parole à Anaïs. L'école est-elle toujours le lieu de transmission des valeurs républicaines au regard des crises évidentes que cette dernière traverse ? Je vous promets que je vais faire court. Et lapidaire, l'école est le lieu de transmission des valeurs républicaines. Et à l'extérieur de l'école, il y a beaucoup de gens qui les piétinent. Et on demande aux enseignants à longueur de journée de faire ce que le reste de la société, qui d'ailleurs les critique. Donc oui, l'école, d'ailleurs les instructions officielles, l'école en instruisant éduque à la liberté, tout ce qu'on peut faire en l'école, le dévouement. On parlait de dévouement, de vertu. Les enseignants sont les premiers à faire preuve justement de cet engagement, enfin les premiers, les infirmières aussi, etc., mais cet engagement pour le bien public. Et le vrai problème, ce n'est pas qu'on n'enseigne pas les valeurs, y compris du raisonnement critique. Le pluralisme dont je vous parlais, le fait d'estimer, c'est ça qu'on apprend ici. Apprendre à penser, c'est apprendre à être républicain. La République, idéalement, disait Claude Nicollet, c'est le régime politique dans lequel tous les citoyens sont philosophes. On ne suit pas une orthodoxie. On n'obéit pas à une acquisition, on n'est pas, etc. On essaie nous-mêmes de penser par nous-mêmes et de construire une société, et donc on respecte aussi la pensée des autres. L'école fait un travail extraordinaire, les enseignants sont fatigués, ils sont là, y compris de tous ces discours, chaque fois qu'il y a des événements aussi tragiques que ceux que nous connaissons, de dire ah, l'école est responsable. Mais enfin, ce n'est pas l'école qui est responsable. Ça peut être les services de sécurité, ça peut être la politique, ça peut être... Les enseignants sont au front de cette question et vraiment, ils font leur boulot d'instruction civique. Je tenais à le dire parce que ça fait 15 ans que vraiment, je trouve que ce discours, l'école ne fait pas... Mais c'est l'école qui transmet, c'est l'école qui instruit. C'est pas TF1, c'est pas M6, c'est pas les réseaux sociaux, c'est même pas nos hommes politiques. On parlait de civisme, il y en a qui se trimballent avec quand même des trucs... Bon... parce qu'ils n'ont pas été d'une moralité extraordinaire. Bon, et ils font des leçons de morale, voire des leçons de laïcité. Vous comprenez ? Donc l'école, oui, c'est elle qui transmet les valeurs, et il faut protéger l'école pour cela, parce que c'est presque un des derniers lieux où on le fait. Voilà, je pense que vous pouvez peut-être intervenir là tous. J'appelle. Non, vous avez. Non, quand même la question de l'école et de la transmission, Serge Audier, non, ça vous inspire pas Yves.
Serge, avant moi, Serge, vous êtes invité. Simplement, l'école et en même temps n'est pas une forteresse. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la phrase du philosophe Cornelius Castoriadis, qui est un des grands philosophes de la démocratie, qui disait que la démocratie, c'est un processus continu d'auto-éducation. Mais il disait, la paideia, comme disent les Grecs, mais l'auto-éducation, elle n'est pas seulement justement dans l'école, elle est aussi sur les murs, même dans notre architecture, dans le fait qu'on discute ensemble aujourd'hui. Et peut-être qu'un des problèmes majeurs de l'école, c'est justement parce qu'elle elle ne peut pas être elle peut l'être, elle doit l'être, mais si elle est tellement assiégée par toute la société, elle ne peut pas tenir. Et donc, je crois que le projet démocratique et le projet républicain, c'est un projet d'auto-éducation qui doit repenser l'auto-éducation à tous les niveaux. Et là, il y a eu des ratés absolument catastrophiques qui n'auraient pu être évités tout de même, y compris dans l'audiovisuel public et beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été saisies en quelque sorte, ou des occasions qui n'ont pas été saisies. Vous pensez à quoi précisément ? Je pense tout simplement que la télévision, maintenant la télévision est dépassée pour les jeunes, mais la télévision aurait été un magnifique outil. Elle l'a été un moment en partie, mais elle a été de moins en moins, aurait été un magnifique outil pour l'auto-éducation générale de la société et la discussion générale de la société. Elle ne l'a pas été. Donc voilà, l'école est le lieu fondamental et tous les républicains, et Yves Deloy l'a si bien dit qu'on ne peut pas passer à côté. Les fondateurs de la République ont très vite pensé que tout se jouait au niveau de l'école et de la responsabilité dans l'école. Et si on pense... moi, j'aime beaucoup lire les manuels de la Troisième République, toutes les valeurs à la fois de liberté, mais aussi de réciprocité, de coopération, de solidarité, sont au cœur même de dizaines et de milliers de manuels de la Troisième République. Elle est vraiment le lieu effectivement fondamental de construction d'un individu responsable et d'un individu qui assume ses devoirs, y compris le devoir de désobéir, que tu connais bien. Et par conséquent, le devoir fait partie évidemment des choses que l'école doit inculquer. Mais en même temps, cette fabrication, comme dit Castoriadis, d'un individu démocratique et responsable, elle est un objet généralisé de toute la société. Manuel, l'école apprend à désobéir ? Oui, non, peut-être juste en une phrase, mais du coup, parce que je pense qu'on peut à la fois saluer, bien évidemment, le dévouement, l'engagement du corps professoral dans son ensemble, et sûrement qu'ici, toutes et tous, on a des liens personnels avec le corps professoral, tout en maintenant quand même une critique de l'institution, tel qu'un Pierre Bourdieu, malgré tout, l'avait fait, et l'école qui transmet en fait la valeur, notamment d'égalité, reste, quoi qu'il en soit, un maillon central dans la reproduction des inégalités sociales en France. Et je pense qu'on peut dire les deux sans du tout lâcher sur l'un des deux plans. Yves Deloy. Je confirme amplement, l'école de la Troisième République était à la fois pour l'ordre social et pour le développement d'une citoyenneté effectivement individualiste. De ce point de vue-là, ça ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de débat, je dirais, à l'intérieur de ceux qui ont mis en place la pédagogie républicaine. Alors, par rapport à la question et au débat, je voudrais apporter deux nuances. Alors, l'école et c'est quoi votre question ? L'école est-elle toujours le lieu de transmission des valeurs républicaines ? Alors, il ne faut pas oublier, évidemment, que dans certains moments de notre histoire, l'école ne l'a pas été. Et que ce qui clôt, je dirais, l'expérience républicaine de l'école, celle de la troisième, c'est évidemment l'avènement de l'État de Vichy, où les valeurs qui vont être enseignées sont bien sûr évidemment sensiblement différentes. Donc il faut évidemment que de ce point de vue-là, on ait une attention particulière. Et puis, par rapport au débat actuel, moi je trouve qu'il y avait une très très belle couverture de Charlie Hebdo cette semaine, où vous voyez ce professeur d'Arras qui est poignardé par l'assaillant qui va l'assassiner, et vous le voyez penché, et vous avez des couteaux qui sont dans le dos de ce professeur et qui sont tenus par une partie de l'institution. Et je pense que c'est un résumé brutal, comme Charlie Hebdo sait les faire, d'une situation où effectivement les enseignants ont de plus en plus de mal, tant par rapport effectivement aux attentes de la société, des parents en particulier, et les injonctions souvent contradictoires de la tutelle. Et quand je dis contradictoire, je sais que je suis un fonctionnaire sui generis, je ne me critique pas, je dirais, un ministère en public. Mais on voit bien effectivement que de ce point de vue-là, la position
des hussards, je dirais, ce que sont nos enseignants aujourd'hui, elle est devenue extrêmement difficile parce qu'effectivement, sous la Troisième République, c'est pas un modèle idéal, la Troisième, hein, mais les parents ne rentraient pas dans l'école, il n'y avait pas à arbitrer avec des demandes improbables, je dirais, de la part des parents. Et le soutien de la tutelle, c'est-à-dire du ministère, il était plein, entier et assumé comme tel. Il y a malheureusement à craindre que nous soyons dans une situation un tout petit peu plus délicate, qui à la fois fragilise les enseignants et au risque de leur vie. Et c'est vrai que cette formule mourir d'enseigner est quand même une formule horrible. Enfin, horrible, une situation totalement horrible. C'est pour ça que il ne faut pas simplement penser à l'école, et à l'école dans sa vertu républicaine, le soir, je dirais, d'un crime terroriste islamique. Il faut y penser, je dirais, probablement bien avant. Et ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas fait. L'un d'entre vous veut ajouter quelque chose sur cette question sur l'école, ou est-ce que vous voulez qu'on... Alors bon, on va passer à la question suivante. Merci. Donc cette fois-ci, cette question fera plutôt écho aux travaux de M. Cervera Marsal. Pensez-vous que les mouvements sociaux se rapproprient les valeurs républicaines ? Et vous avez le droit de répondre sur d'autres pays que la France. Oui, alors, mais je vais quand même répondre sur le cas de la France, parce que je pense que d'un pays à l'autre, c'est très différent. Par exemple, en Espagne, aujourd'hui, les mouvements sociaux, ils se rapproprient beaucoup plus l'idée républicaine pour une simple et bonne raison, c'est que ça reste une monarchie, avec en plus un monarque, bon, maintenant qui a laissé le pouvoir à son fils depuis quelques années, mais qui était tout ce qu'il y avait de plus corrompu, affairiste, etc. Et donc en Espagne, les mouvements sociaux, oui, ils s'affirment, ils se prétendent républicains, et c'est quelque chose, enfin le violet, qui est la couleur des républicains en Espagne, c'est quelque chose qui est arboré souvent dans on voit des drapeaux violets dans les manifestations, donc la situation est tout à fait différente de la France, où je répondrai de manière, au risque d'être un peu trop catégorique, mais clairement par la négative à votre question. On a eu, prenez Nuit debout, prenez les Gilets jaunes, prenez les marches pour le climat. Dans chacune de ces mobilisations, il y a des groupes de collègues, des politistes et des sociologues qui sont allés faire passer une série de questionnaires. Ils ont réussi à faire passer ça à 400, 500, 600 personnes. Donc, c'est pas la représentativité n'est pas idéale, mais bon, c'est quand même des données qui permettent de s'appuyer sur quelque chose. C'est mieux que rien. Et ces enquêtes, dont les résultats apparaissent régulièrement dans une excellente revue, la revue française de sciences politiques, montrent que, alors, on interroge les gens bien sûr sur leur profil, voilà, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Mais on les interroge aussi sur leurs opinions, leurs représentations politiques, leurs croyances. Et en fait, la République est quasiment absente des discours. C'est pas au nom de la République qu'on descend pour aller à Nuit debout, aux Gilets jaunes ou aux marches pour le climat, pour le dire vite. Et on n'a pas fait passer de questionnaire lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, mais bon, je pense que c'est pas là non plus qu'on aurait vu ce type de réponse. Donc, c'est au nom de la justice, de l'égalité, c'est ça ? Comment ? Oui, c'est ça, c'est des demandes de justice, d'égalité. J'irais même plus loin, je dirais même que la République suscite, pour le coup, ça je m'appuie sur les enquêtes plus qualitatives que je peux mener avec d'autres, mais la République suscite en fait au mieux indifférence, mais au pire une réelle méfiance de la part de tout un tas d'acteurs des mouvements contestataires aujourd'hui qui voient dans la République quelque chose qui est en fait une intimation à l'obéissance, une intimation à respecter l'ordre établi. La République, c'est des discours brandis. C'est pas que les contestataires qui disent ça. Je me souviens que quand l'UMP s'est rebaptisé les Républicains en 2015, on a eu des tribunes de Jean-Noël Jeanneney, de Marcel Gauchet, qui disaient ce que nous disent un petit peu aujourd'hui certains des militants auprès desquels moi j'étudie tous les jours. Qu'est-ce que c'est que cette préemption du terme ? Vous pouvez pas faire ça. Enfin, mais aujourd'hui, chez les contestataires, c'est comme s'ils avaient pris acte qu'en fait la République avait été préemptée par les conservateurs, pour le dire en une phrase. Et aujourd'hui, ils se battent plus sur ce terme. Ils cherchent davantage à mobiliser des idéaux comme ceux de justice, effectivement de liberté. Il y a un grand signifiant vide, pour parler comme Ernesto Laclau, qui est celui de démocratie. On l'a dit, voilà, la démocratie, c'est quelque chose qui vient cristalliser et permettre de se raccorder tout un tas d'affects et de demandes qui sont en fait effectivement assez disparates quand on regarde les intérêts des différents groupes sociaux que j'ai mentionnés depuis tout à l'heure sur tout un tas de sujets, entrent potentiellement en contradiction, mais cette idée républicaine, c'est là vraiment que je trouve que le concept de signifiant vide est intéressant. Cette idée, pardon, j'ai dit républicaine, je voulais dire, cette idée de démocratie, elle vient comme ça permettre d'agréger ou en tout cas d'articuler, au moins de manière éphémère quand on occupe des places publiques par exemple, ces luttes qui, pour tout un tas d'autres raisons, de culture politique, de position sociale dans la société, proviennent de secteurs assez différents.
Merci. Qui veut réagir à ce que vient de dire Manuel Cervera? Oui, Fabienne Brugère. Peut-être, bien sûr, que la question de la République, effectivement, elle n'intervient pas en tant que telle, mais si on reprend les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, on peut penser que la notion d'égalité, enfin de demande d'égalité, elle est au cœur de nombreux mouvements sociaux, peut-être avec la différence que dans ce qu'on garde, en tout cas, des valeurs républicaines, on en fait une lecture de moins en moins historique, une lecture formelle. Et donc, par exemple, l'égalité, on la pose comme quelque chose d'abstrait. Soyez égaux, soyons égaux, sans dire égalité de quoi. Je pense là-dessus au texte d'Amartya Sen et au moment où, dans tous ces textes sur la justice, il a justement posé sur l'égalité la nécessité de toujours dire égalité de quoi. Égalité de logement, égalité de travail, égalité de genre, etc. Et donc peut-être qu'on a oublié que les valeurs républicaines, quand elles ont été posées sous le terme d'égalité, en fait, elles n'étaient pas abstraites. Elles renvoyaient justement à des situations d'inégalité. Et donc peut-être que par ce biais-là, on pourrait en tout cas revisiter la notion de république à partir d'une compréhension concrète de l'égalité. Serge Audier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec le diagnostic de Manuel. Je ne sais pas si on sera d'accord sur l'évaluation, mais sur le diagnostic, de fait, ces mouvements n'ont aucun rapport de valorisation du concept de république, et plutôt ils y voient soit quelque chose d'étranger, soit quelque chose d'hostile représentant l'État répressif. Mais ça nous ramène à toute la question que Vincent Peillon a évoquée au début en parlant de l'essai de Régis Debray. C'est la manière de fait dont le clivage démocratie-république a été institué dans une certaine idéologie française. Alors on pourrait dire, mais tout ça c'est des mots, peu importe le vocabulaire. Emmanuel, tu disais, voilà, c'est pour reprendre Ernesto Laclau, qui est le grand théoricien avec Chantal Mouffe du populisme de gauche, on va trouver un signifiant vide, un collant qui va agréger des positions complètement disparates. On va mettre démocratie, puis ça va coller. Le problème, c'est qu'on voit que ça colle pas si bien, et tu le sais, tu as beaucoup travaillé sur ces questions. Et le problème, c'est effectivement comment on produit vraiment du commun. C'est-à-dire qu'une multitude de mouvements disparates peuvent certes se coller à partir du mot démocratie, mais le mot démocratie lui-même ne produit pas nécessairement un intérêt commun, des objets communs, et surtout des négociations entre tous ces intérêts conflictuels. C'est ce qu'on appelle quand même la politique. Et là, de ce point de vue-là, je pense que la sortie, en quelque sorte, du référent républicain de toute une série de combats et de luttes qui sont absolument indispensables, mais cette sortie du référent républicain ou d'autres choses qui seraient l'équivalent de ce référent, c'est pas un totem, eh bien, peut-être est le symptôme d'une difficulté aussi de tous ces mouvements à constituer une alternative justement collective, ce d'autant que, pour beaucoup de Français, République signifie justement un commun. Or, qu'est-ce qui va se passer si tous ces mouvements disent la République, on n'en a rien à faire, etc. On sait qui va récupérer ce commun qui est le référent République. Donc je crois qu'il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas tout seuls et ces mouvements ne sont pas tout seuls, et qu'il y a des enjeux collectifs et qu'il se trouve qu'en France, République fait signe vers un certain commun. Mais, Manuel ? Sauf que là, pour engager un peu la polémique, mais je suis pas sûr que partons du postulat qu'une forme de convergence déjà est désirable entre ces différents mouvements. C'est un postulat qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais partons de ce constat-là, puisque voilà. Et je suis pas sûr que le débat soit réellement de savoir si République mieux que démocratie ou démocratie mieux que République permettrait de réaliser, parce que ça se joue sur des preuves concrètes, matériel, sur des prises de risque de celles et ceux qui ne sont pas forcément les premiers concernés par une injustice, mais qui vont justement aller en solidarité, en fraternité, en sororité avec les personnes qui elles sont exposées. C'est des actes plus que des idées ou des signifiants vides qui jouent. C'est des moments aussi, Judith Butler a fait ce livre sur les rassemblements, c'est des moments aussi de coprésence, tout simplement, des corps, des expériences vécues qui tissent quelque chose qui est un peu charnel. Et bon, voilà, mais je veux pas
congédier entièrement cette question des idées ou des slogans, presque des mots d'ordre, on pourrait dire. Mais voilà, je pense qu'elle reste secondaire. Vincent Peillon. Je vais certainement pas réussir à faire la synthèse entre vous, mais je me pose quand même la question de savoir, il y a un moment où les hommes politiques se sont dit, bon, bah, pour gagner, il faut, je crois qu'on l'appelait trianguler. C'est-à-dire que je suis raciste, mais je veux dire, c'est ceux qui se battent pour l'égalité des droits, qu'ils soient noirs, etc., qui sont les racistes. J'entends ça énormément aujourd'hui. J'ai toujours été historiquement dans mon mouvement politique contre la laïcité, l'extrême droite, et maintenant je suis le premier porteur de la laïcité et je vais accuser un certain nombre de gens d'être au service. On assiste à ça. République, c'est pareil. Aujourd'hui, les premiers des républicains, ce n'est pas ceux qui, vous avez évoqué le pétinisme tout à l'heure, ne sont pas ceux qui, dans les grands moments, ont défendu les couleurs et les valeurs, surtout de la République dont vous parlez. Et c'est là que en tout cas, que je trouve l'interrogation que Serge renvoie par rapport à ces mouvements, qui ont toute ma sympathie, c'est si on renonce quand même à employer ces mots à bon escient, est-ce qu'on n'a pas accepté la victoire de l'adversaire ? Et moi, en tout cas, depuis 20 ans, je pense que oui, donc il faut se battre pour ces mots. Nous sommes républicains, nous sommes démocrates, nous sommes même socialistes pour ce qui me concerne, et ça ne me dérange pas du tout de le dire et d'expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on voit bien les torsions qui ont lieu sur toutes ces questions, y compris actuellement très fortement sur la question de la laïcité. Vous avez parlé de laïcité falsifiée, qui est le titre d'un livre de Jean Bobéro, mais c'est une question majeure pour ce que nous vivons et dont nous voyons les conséquences dramatiques. Donc, vous avez raison. Et c'est terrible quand on va dans des lycées, quand on va dans des universités, de voir des jeunes pour qui on a la plus grande sympathie, mais qui vous disent mais la République, c'est un truc oppressif. Ce n'est pas l'émancipation dans leur esprit. La République, en gros, vous m'excusez du terme, je suis comme ça, on ne me changera pas, c'est les fachos. Bon. Donc on se dit, c'est quand même curieux. La laïcité, c'est les dogmatiques, c'est les orthodoxes, c'est les inquisiteurs, ceux qui font la chasse à, ou qui méprisent votre religion minoritaire, alors que notre laïcité a été faite, comme vous le savez, aussi par une contribution magnifique des religions minoritaires et a permis de vivre tous ensemble, et ceux qui ne croient pas. Donc, on voit bien que... Et donc, je ne crois pas qu'il faut déserter cette bataille sémantique. Vous voyez, elle est éminemment politique. Donc, vous avez raison, je crois, sur le diagnostic, mais nous avons à rappeler tout le temps, et nous n'avons pas à laisser, dans le fond, notre étendard. Parce que je pense que les conséquences sont très graves. Je pense que les conséquences sont très graves. Merci beaucoup. Alors, les étudiants, vous avez encore une question, peut-être sur cette partie ? Ça se posera sur les valeurs républicaines dont on parle depuis le début. Parle bien fort. Ces valeurs républicaines dont on parle vous parlez depuis le début de la rencontre, est-ce qu'elles font office de religion en France ? Les valeurs républicaines font-elles office de religion en France, de religion de substitution, oui ou non ? C'est un débat magnifique qu'elle vient de soulever. Il nous faudrait peut-être faire un séminaire d'une quinzaine d'années ici à l'IEP. Contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, je le disais récemment d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire que oui, pour certains, pour d'autres, non. Mais ils l'ont tout à fait assumé. Dans la Révolution française, vous avez ceux qui posent l'idée d'une religion nationale. Ça peut d'ailleurs être le catholicisme, mais ça peut être des gens d'extrême gauche qui disent il faut d'ailleurs que cette religion, d'ailleurs on a ça chez Rousseau d'une certaine façon, faite par l'État, prenne le pas sur les bancs. En fait, contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens, c'est récurrent. Dans le mouvement socialiste à sa naissance, on a réédité Au bord de l'eau, vous me pardonnez, on a l'impression que je fais de la pub. C'est quand même une maison d'édition qui fait un travail unique. Bon. Un texte de 1838. Merci de le rappeler, parce que c'est vraiment une journée qu'il aurait consacrée. Vous avez raison de le dire à chaque fois. Personnellement, comme j'ai eu une interview dans Sud-Ouest pour Le bord de l'eau, mais on n'en a pas parlé, j'y vais carrément, parce que c'est quand même l'objet d'une religion nationale publiée en 1838. C'est un texte incroyable, de celui d'ailleurs dont on dit il a mis le socialisme dans la République dans le socialisme, c'est le fondateur. Mais lui, il continue de dire, il dit d'ailleurs organiser religieusement la société laïque, comme une expression pour nous très étrange, qui mériterait commentaire, et il dit il faut une religion nationale. Donc il y a tout un courant pour lequel, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui les tensions qu'il y a dans le monde laïque aussi, l'expression religion laïque, l'expression foi laïque, sont des expressions totalement employées par les fondateurs de la laïcité. Foi laïque, c'est même le titre que les éditions du bord de l'eau ont republié, si vous me le permettez, de Ferdinand Buisson, 1912, le père de la laïcité française. Son grand livre, il s'appelle La foi laïque. Ferdinand Buisson, que tout le monde retienne ce nom, s'il vous plaît. Alors, juste il y a un tas d'écoles qui portent son nom, d'ailleurs. Pour me faire plaisir, parce que j'ai fait pas mal de TGV, je vais en refaire.
la vraie question que vous devez vous poser, c'est toujours le sens des mots dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, quand un laïc dit foi laïque, est-ce que la notion de foi, c'est la même que celle d'une religion révélée? Certainement pas. Ils sont des rationalistes en même temps. Et le terme même de religion, qui veut dire aussi ensemble, relié, qui peut vouloir dire beaucoup de choses, est-ce que quand on dit religion laïque, ça a le même sens que le terme religion lorsqu'on est dans une religion révélée? À mon avis, non. Donc on transforme aussi le sens des mots. Vous voyez, la laïcité emporte une reconfiguration sémantique, politique, intellectuelle des termes employés. On pense plutôt à une forme de catéchisme laïque, c'est plutôt à ça qu'on pense. Moi, je ne crois pas que... je pense que... il se peut qu'il y ait des gens qui aient fait des catéchismes laïques. Je ne crois pas qu'il y en ait eu un seul publié. Par exemple, on parlait de l'institution tout à l'heure. On est contre... le catéchisme, c'est j'apprends par cœur des choses... la laïcité, c'est quelque chose auquel vous devez donner l'assentiment de votre raison. Vous ne l'apprenez pas par cœur. Vous ne le répétez pas. Ce n'est pas parce que vous l'avez recopié dans le cahier du maître, comme on disait autrefois. Non, c'est vous allez vous forger une conviction. Être un bon enseignant, c'est ça. Ce n'est pas enseigner à mon élève ce que je pense moi. C'est de lui permettre de se forger son propre jugement et son propre avis. Donc ça ne peut pas être un catéchisme. Le catéchisme, on répète et on apprend par cœur. D'ailleurs, je le dis parce que mon pauvre ami Papendia, qui était venu avec nous et faire ici une prestation à l'invitation de Mazarine Pinjot, a cru, j'ai eu une discussion avec lui, que Jules Ferry disait il faut faire des dictées et apprendre par cœur. Jules Ferry, dans les congrès aux instituteurs, disait exactement l'inverse. Il faut apprendre à repérer le sens dans les textes. C'est ça qui compte. Ce n'est pas les apprentissages mécaniques. C'est les apprentissages de pensée et de sens. C'est ça aussi la Troisième République. C'est pour ça que le premier mot des instructions officielles, je vous le redis, l'école, en instruisant, je transmets des savoirs, j'apprends à penser, éduque à la liberté. C'est son but, c'est de la liberté. C'est pas que vous répétiez la même chose que le voisin ou que le prof, etc. Non, c'est que chacun se forme, c'est l'autonomie, capacité de penser par soi-même. Et on peut construire une société politique là-dessus, à la fois républicaine et démocratique. Yves Deloy, on Oui. conclut sur cette partie. On conclut la question sur la forme catéchitique, est une belle façon de répondre. Sous la Première République, sous la Deuxième République, la forme catéchitique a été privilégiée par les pédagogues de la République. Si on regarde effectivement les concours de manuels d'instruction civique et morale de la Révolution française, de 1848, la plupart de ceux qui y répondent, bien que républicains, y répondent en adoptant un modèle question-réponse. Sous la Troisième République, en partie du fait de Paul Bert, il y a une absolue, je dirais, nécessité de modifier cette forme. Et Paul Bert va, effectivement, lorsqu'ils vont tenter de préciser quels sont les manuels qui sont autorisés dans les écoles, de manière très très libérale, vraiment le ministère donne une liste très très large, et après ce sont les commissions départementales d'instituteurs et d'institutrices qui choisissent les manuels. Très très vite, on va proscrire la forme catéchitique. C'est-à-dire qu'on considère qu'un citoyen ne peut pas, c'est la même chose pour les QRE, pour les étudiants. En fin de semestre. Un étudiant, comme un citoyen, ne peut pas apprendre par cœur des réponses à des questions qu'il ne comprend pas. Alors, ce n'est pas le cas des étudiants. On est bien d'accord. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une mise en œuvre, je dirais, d'une raison personnelle qui amène effectivement chacun à se forger une opinion. Et cette opinion, elle est confrontée les unes aux autres, et c'est ça la République, et c'est ça l'éducation. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce n'est pas une religion au sens fort du terme, ancien du terme, parce que une religion, à un moment donné, surtout les grandes religions universelles, elles amènent effectivement à répéter de manière dogmatique un certain nombre. Et c'est le drame que nous vivons aujourd'hui. C'était le drame du catholicisme, je dirais, au XVIIIe, au XIXe et en partie encore au XXe siècle. C'est le drame de l'islam en partie aujourd'hui, d'enfermer effectivement les consciences religieuses dans effectivement une forme, je dirais, de répétition presque nauséabonde. Et ça vaut aussi bien pour le catholicisme que pour l'islam, dans mon esprit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est d'accord, qui amène effectivement à oublier, je dirais, cette capacité qu'a chacun de se forger dans son fort intérieur une opinion. Et on a cité Fernand Buisson, c'est effectivement la personne probablement centrale, la foi laïque, le dictionnaire de l'éducation, et puis ne pas oublier que c'est un protestant libéral.
Et donc, ce sont des hommes, parfois des femmes, hein, voilà, qui ont, à un moment donné, très largement inspiré la politique pédagogique de la République. Et qui ont finalement transféré leur rapport à la religion dans leur rapport à l'éducation. On sait que le protestantisme naît effectivement de la volonté de donner à chacun l'accès individuel aux textes religieux et de se faire une opinion par soi-même, par la lecture des textes. D'une certaine manière, la foi laïque, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à chacun, je dirais, de prendre effectivement le soin de problématiser sa pensée. Merci Yves, merci Anaïs, merci Agathe. Voilà, c'était bien les réponses là, que vous avez eues. C'était bien, hein, voilà. Donc je demande à Zoé et Clara de nous rejoindre pour la dernière ligne droite de cette table. Voilà. Donc là, on va parler de perspectives, un peu davantage, hein, des perspectives, des enjeux. Voilà. Donc les filles, vous avez la parole. Alors, comme vous venez de le dire, on va parler des perspectives. Et donc, vous venez de nous parler de mouvements sociaux et de valeurs et d'égalité. Et donc, une question qui s'adresse à vous, Madame Brugère. Quelle place pour les femmes dans la construction républicaine française ? Ah. C'est difficile d'y répondre très vite. C'est d'autant plus difficile d'y répondre très vite que je pense que sur la question des femmes, sur la question des féminismes, il y a eu une grande évolution de la société française. C'est-à-dire que si on prend l'histoire récente du féminisme, bien sûr, il y a toutes les années 70, le mouvement de libération des femmes. Et puis, dans la foulée, il y a bien sûr la loi qui passe sur le droit à l'avortement, assez étonnamment dans le cadre d'un gouvernement de droite. Et puis, il y a ensuite, dans les années, je dirais, 80-90, un véritable féminisme, on pourrait dire, d'État, c'est-à-dire des politiques publiques qui vont essayer de pousser ce qu'on appelle maintenant la question du genre et qui vont vraiment déterminer dans le cadre soit de politique nationale, soit de politique territoriale, la possibilité d'une égalité de genre. Et bien sûr, là-dessus, ce qui est très symptomatique, c'est par exemple la loi Roudy. Mais il y a bien d'autres choses. Jusqu'à d'ailleurs, dans ce cadre-là, des choses plus récentes, au moment du quinquennat Hollande, quand Christiane Taubira est garde des Sceaux, la possibilité pour les femmes victimes de harcèlement sexuel de porter beaucoup plus facilement plainte. Enfin bref, il y a tout ce cadre donc du féminisme que j'appellerais féminisme d'État, féminisme des politiques publiques, qui porte vraiment des mesures importantes du point de vue des droits des femmes. Mais je crois qu'on a atteint un plateau. On a atteint un plateau parce que depuis, les politiques publiques n'ont pas réussi à répondre, je dirais, à un certain nombre de mouvements féministes qui se sont développés. De toute façon, on n'a pas réussi à répondre au plafond de verre. On n'a pas réussi à répondre aussi à la question du travail domestique des femmes. Travail domestique qui est quand même toujours largement accompli par les femmes. On n'a pas réussi non plus à répondre à la recomposition des familles, aux familles monoparentales qui sont souvent des familles justement féminines. Et donc, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est un féminisme de mouvement. Féminisme de mouvement, au nom d'ailleurs de la démocratie en général, si on prend les termes tels qu'ils sont exprimés, et non pas au nom de la République. Et ce féminisme de mouvement, il est très méfiant à l'égard des institutions, il est très méfiant à l'égard des politiques publiques, il est même très méfiant, par exemple, à l'égard de la justice. Il pense que la justice ne peut plus résoudre les problèmes de viol, de harcèlement et les problèmes de violence faite aux femmes. Il faut dire qu'il y a quand même peu de résolutions. Et donc, la question, c'est savoir ce que va donner ce féminisme de mouvement, qui par ailleurs est aussi un féminisme, on pourrait dire, qui existe dans différentes parties du monde, enfin qui réunit aussi par le biais des réseaux sociaux la
la question des violences faites aux femmes en Argentine, la question des violences faites aux femmes en France, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Donc, je terminerai là-dessus en disant que la République, elle est confrontée à ce que Nancy Fraser a défini comme la 4e vague du féminisme, celui des mouvements d'émancipation. Comment la République française peut-elle être capable aujourd'hui de faire ce qu'elle a fait par le passé, c'est-à-dire de vraiment intégrer cette question de l'émancipation. La question de l'émancipation, c'est la grande question du XXIe siècle, dont la question essentielle de l'émancipation des femmes, mais ce n'est pas la seule. Messieurs, un commentaire ? Oui. Quand on parle comme ça de la République, il ne faudrait pas, et moi-même, donner le sentiment que c'est une République idéale, ce que disait, ou une école idéale, ce que disait tout à l'heure Manuel Louis Deloy. Sur la question des femmes, c'est évident. La France a été beaucoup plus tardivement que d'autres pays capable d'intégrer les femmes dans la vie politique, reconnaître, etc. Bon. C'est vrai aussi parce que ce sont des vrais débats d'aujourd'hui. La République, ce n'est pas un idéal comme ça. La question coloniale est déterminante dans notre histoire. Et on voit une jeunesse française qui veut que ces questions, ma génération ne s'en occupait pas du tout. On ne les apprenait pas du tout. Ils sont en train de s'en ressaisir. Et moi-même, qui suis historien, disons, du 19e siècle, je découvre, alors d'ailleurs, les beaux discours de Jaurès contre la colonisation, ceux de 1830, Algérie, Maroc après. Il y a toujours eu des gens pour dire, mais il y a eu des réalités brutales à l'égard de populations et à l'égard, évidemment, des femmes. Lorsque, avec Najat Vallaud-Belkacem, pour votre information, nous avons voulu mettre en place ce qu'on a appelé les ABCD de l'égalité, c'est-à-dire une lutte contre les stéréotypes de genre, puisque les associations de mathématiciens, les grandes écoles, les Sciences Po, les je ne sais pas quoi, venaient nous voir et nous disaient il y a un problème, monsieur le ministre, parce que les filles n'osent pas. On n'a que 10 ou 15% de filles ingénieurs, elles ne font pas des mathématiques, parce qu'on intériorise. Moi, j'ai dit très bien, comment font les autres pays ? Les autres pays luttent contre les stéréotypes de genre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que moi, je suis un vieux bonhomme, donc je ne comprenais pas bien. Donc, on m'a dit, on va vous envoyer une équipe. Réunissez vos directeurs d'administration centrale. Dans un ministère, vous avez des directions. J'avais une femme pour 9 hommes. D'ailleurs, dans chaque bureau où j'entrais, il y avait toujours un homme et 30 femmes. Et je savais, en allant vers l'homme, que j'allais vers le chef à l'éducation nationale. C'est vous le chef de service, oui. Il y avait 30 femmes autour. Donc, je réunis ma direction d'administration centrale et ils filment juste, comme je l'avais fait dans les écoles normales, la réunion. Et je découvre ce que je retrouve à la Cour des comptes, qui est extraordinaire après quand on visionne, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Que chaque fois que cette femme unique dans la direction prend la parole, tous les hommes commencent à parler entre eux et couvrent sa voix. Je vois les postures du ministre, malheureusement c'était moi, qui se tourne, qui ne la regarde pas. Il y a toujours 2, 3, etc. Et donc ces choses sont totalement édifiantes. Et sur les enseignants, vous savez qu'on a des études qui montrent que dans les passages de consignes, par exemple, les enseignants se tournent plus vers les garçons que vers les filles. Et on a des milliers d'études qui montrent, qui objectivent les situations, qui disent qu'il faut lutter contre. Mais je vous rappelle que les égalités filles-garçons, c'est des tombereaux d'injures à l'Assemblée nationale. C'est des dames qui m'attendent devant les établissements en me disant « Mais pourquoi vous voulez faire pipi debout à ma petite fille et pourquoi vous voulez que mon garçon porte des jupes ?» C'est ça le débat politique français, animé par des tas de réseaux conservateurs de toute obédience religieuse, de toute, parce que j'avais la Turquie, mais il y avait aussi des catholiques intégristes avec des violences physiques. Il faut s'en souvenir. Parce qu'on voulait juste introduire dans l'éducation nationale une certaine lutte contre les stéréotypes de genre. Et je vois maintenant qu'on se plaint à nouveau que les filles ne font pas des mathématiques, etc. Donc c'est un sujet considérable et qui est encore devant nous et dans lequel il y a évidemment les lois Roudy, etc. Mais il y a une résistance qui est aussi dans les esprits. Ce sont des choses, on s'attaque à des choses qui sont extrêmement puissantes. Et pour finir, sachez quand même qu'après notre départ, on a enlevé, donc sous la gauche, les ABCD de l'égalité. C'est-à-dire qu'ils ont fait plier un gouvernement progressiste et que dessus, il n'y a plus d'ABCD de l'égalité pour 10 ans après déplorer la situation qu'on connaît. Donc c'est un sujet qui reste absolument majeur, cette question de l'égalité filles-garçons, qu'on a sur les questions salariales, qu'on a sur les questions, mais qu'on a sur l'intériorisation aussi et sur l'éducation qu'on donne aux enfants, les projections.
on a fait des tas de formations totalement inutiles. J'en ai vu des. En orientation, quand on est en orientation, on va dire tu vas faire un CAP de manucure, ou tu vas faire aux jeunes filles, et puis tu vas faire de la mécanique aux garçons. Bon, c'est systématique. Bon. Et donc, ça donne des résultats qui sont quand même. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train de se faire, je crois, avec un peu plus de violence par la nouvelle génération, mais qui est un travail absolument nécessaire. Moi, qui n'étais pas du tout vraiment particulièrement intéressé par ces questions, j'ai été surpris lorsqu'on a essayé cette petite chose que tous nos voisins font. Hein. C'est vraiment un problème français. Une espèce de déchaînement de violence, avec des rires gras, avec des violences, et qui fait qu'on a dû reculer sur quelque chose qui était vraiment très simple. Manuel. Oui, on a tous commencé, je crois, en souscrivant à ce qui est l'intitulé de cette table ronde, plutôt les républiques que la République, plutôt les démocraties que la démocratie. Et en vous écoutant, Fabienne, je me disais, mais en fait, ça vaut aussi tout à fait sur les féminismes. Vous mentionnez très bien la façon dont on est progressivement passé d'un féminisme plutôt d'État à un féminisme aujourd'hui davantage de mouvement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des points à nouveau, comme toujours, qui font consensus, on va dire, qui font largement consensus dans l'espace de la cause des femmes sur la lutte pour la parité, la lutte contre les violences conjugales, la lutte contre le plafond de verre, etc., etc. Mais il y a aussi au moins 3 questions, me semble-t-il, qui clivent, et qui clivent fortement, à savoir la question du voile, la question de la prostitution, et puis la question trans, tout simplement. Et là-dessus, voilà, on voit aujourd'hui, alors ça recoupe probablement en partie un clivage générationnel, peut-être en partie seulement, mais il faudrait voir aussi, mais là c'est des enquêtes qu'il faut faire, sur le rapport à la République aussi aujourd'hui. Il faudrait voir s'il y a quelque chose qui se joue à nouveau à ce niveau-là. En tout cas, il y a des recherches en réalité là-dessus, mais voilà, je pense qu'il faudrait regarder de ce côté-là. Merci beaucoup. Encore un mot sur cette question de République et les femmes. Où est-ce qu'on passe à la suite? Personne ne va intervenir. Alors les filles, à vous. Merci. Alors déjà, bonsoir. Et je voudrais revenir sur un peu tous les manquements de la République qu'on a pu évoquer. Selon vous, la crise de la démocratie est-elle conjoncturelle ou structurelle? Et sans vouloir orienter la réponse, le cas échéant est-elle, faut-il changer la Constitution ou changer 2 constitutions? Je rappelle qu'on vient de fêter les 65 ans de la 5e. On avait titré Âge de la maturité ou Âge de la retraite. Donc, alors, qui veut répondre là-dessus? Fabienne Brugère. Sur la crise, déjà, il y a un très beau livre. C'est le livre de Myriam Revaud-Dallon, la crise sans fin, qui est en fait un livre. Je pense ce livre, il s'enracine dans un peu dans ce qui se passe en 2008. Donc une crise économique. Et puis depuis cette crise économique, eh bien, on voit la succession des crises. Crise écologique, bien sûr, crise sociale, crise aussi médicale au moment de la pandémie. Et donc, Myriam Revaud-Dallon fait le diagnostic de ce qu'elle appelle la crise comme un fait social total. Et je crois qu'effectivement, ce qui se joue depuis le début des années 2000, c'est le fait que nous sommes toujours en crise. Et nous sommes toujours en crise, non pas au vieux sens du terme de crise, celui de Krinein, qui voulait vraiment dire que la crise conduisait à la réflexion et à la sortie de crise. On est maintenant entré dans une crise qui mène à une autre crise et qui fait qu'on ne pose jamais le diagnostic de la sortie de crise et qu'on n'y arrive plus de toute façon. Donc il y a un changement dans la définition même de la crise, il y a un changement même, je pense, dans la définition des sujets. Nous sommes de plus en plus appréhendés et nous nous appréhendons de plus en plus comme des sujets en crise, d'où d'ailleurs tout le développement personnel et sa vogue, dont la vogue aussi de tout ce qui est psy. Enfin, je crois qu'il y a vraiment un mécanisme généralisé de la crise et une compréhension de plus en plus simpliste aussi de la crise. Serge Audier, on ne vous a pas entendu depuis un petit moment. J'aurais pu parler aussi des femmes, mais... Oui. Ah bah non, oui. non, mais... Vous pouvez d'ailleurs y revenir si vous voulez. Je vais juste essayer de répondre à cette question extrêmement difficile en fait à affronter. Elle est immense et en plus elle se déploie sous 2 angles.
l'angle de la crise de la démocratie et l'angle de la constitution ou d'un changement constitutionnel. Bon, évidemment, il y a un imaginaire de la crise et toutes les sociétés se vivent plus ou moins en crise. Et de ce point de vue-là, on a chaque fois l'impression d'une nouveauté absolue, mais de fait, la crise est constitutive en quelque sorte de l'histoire des sociétés, notamment des sociétés modernes. Cela dit, je pense vraiment que la démocratie va pas bien. Et il me semble qu'il y a deux types de diagnostics qui s'opposent en permanence là-dessus. Une grande partie des diagnostics, souvent des gens de gauche, consiste à dire si les gens s'abstiennent, si les gens désertent civiquement, c'est parce qu'ils sont déçus, ils sont malheureux, on ne prend pas soin d'eux, ils sont méprisés, ce qui est devenu le terme absolument quotidien et multi-quotidien. Et ça, c'est plutôt un discours qu'on entend beaucoup à gauche. À droite aussi, on l'entend un peu, mais souvent, on a parmi les penseurs, disons, conservateurs, un discours disant il y a un retrait civique, il y a de l'individualisme, etc. Moi, personnellement, bien que je sois très, très, très arrimé à gauche, c'est tout à fait clair, je pense que le diagnostic aussi, le pauvre, oui, effectivement, le diagnostic disant que les gens sont malheureux ou méprisés et que c'est pour ça qu'ils désertent civiquement me semble tout à fait insuffisant. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre, de repli sur soi, de repli personnel, de repli familial. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et je pense qu'il y a toutes les mutations des sociétés contemporaines, du capitalisme numérique. Les conséquences de la panne de la transmission aussi. Des conséquences aussi de la panne de transmission, sauf que ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Castoriadis sur l'auto-éducation de la société, c'est-à-dire que c'est circulaire cette affaire. Et par conséquent, il y a une panne de transmission qui est liée aussi à des nouvelles modalités d'être, de rapport à soi, de rapport aux autres, de rapport à la nature, etc. Donc tout ça pour dire que je pense que la crise est beaucoup plus profonde qu'une simple crise de déception. Alors est-ce que sur le second volet, et pourtant sans adhérer au diagnostic conservateur que j'ai beaucoup critiqué dans ma vie, et je persiste aussi, donc c'est une affaire très complexe. Quant au deuxième volet, c'est-à-dire l'affaire constitutionnelle, moi personnellement, je pense que la Constitution de la Ve République concentre beaucoup trop de pouvoir dans un régime présidentiel. Il y a simplement deux choses qui me paraissent problématiques. D'abord, il y a un très fort attachement majoritaire, je crois, des Français à ce régime-là. On peut le regretter, je le regrette personnellement, mais c'est une des grosses difficultés. L'élection présidentielle est celle sur laquelle s'investissent le plus de citoyens. Donc là, il y a une difficulté à laquelle je n'ai pas de réponse, mais qu'il faut affronter. Mais en tout cas, ce régime me paraît beaucoup trop concentré, ça c'est certain. Et par conséquent, il faudrait essayer de travailler collectivement sur une transformation de ce régime. Mais ça ne résoudra pas tout. Je dirais qu'il y a une illusion aussi de la magie constitutionnelle qui, je crois, est assez illusoire. Parce que derrière, il y a toute la question, justement, de la constitution d'une communauté politique, des valeurs d'une communauté politique. On revient à la vertu des civique, engagements, aux vertus civiques. etc. Voilà. Donc ce n'est pas du tout la panacée, même si c'est un enjeu, à mon avis, très important. Un commentaire, Manuel? Oui, peut-être, mais très brièvement. Bon, d'abord, c'est vrai que ce terme de crise qui sature les discours, je pense qu'il faut s'en méfier. Il y a même, tu as dit, Serge, il y a un imaginaire de la crise, mais il y a une gouvernementalité de la crise, c'est-à-dire il y a des usages aujourd'hui néolibéraux de la crise, et c'est très simple, on dit pour la faire très vite, l'hôpital public est en crise, l'école publique est en crise, donc en fait, on va privatiser tout ça pour résoudre les problèmes. Donc attention à ça, parce que ce discours sur la crise, il a aussi des effets de sidération, d'anesthésie, voilà, qu'il faut garder en tête. Et pareil, on peut dire la démocratie en crise, mais ça ne veut pas dire qu'il faut une démocratie plus participative ou délibérative ou directe ou que sais-je. Il y a aussi, on le voit dans les enquêtes d'opinion, 30-40% des Français, des Européens qui pensent que la démocratie est en crise et qui pensent que la réponse c'est un chef fort, issu de l'armée, etc., etc. Donc attention avec ce premier point. Deuxième point, c'est alors, en fait, est-ce que la démocratie aujourd'hui, ou depuis quelques années, depuis la crise de 2008, est en crise, ou est-ce que c'est pas la nature même de la démocratie libérale d'être en crise dans la mesure où elle a, bon, c'est un peu Bernard Manin, quoi, mais c'est ce qui montre bien, c'est un régime, alors lui d'ailleurs, il dit plutôt régime gouvernement représentatif, mais c'est un régime qui allie en fait
qui repose sur des fondements qui sont un peu en tension entre eux, en fait. Ce fondement démocratique parce qu'il y a consentement au pouvoir des gouvernants, et en même temps ce fondement aristocratique parce que nous ne faisons que consentir au pouvoir, nous n'y accédons pas. Donc attention, ces deux éléments, quand le dosage convient à tout le monde, ça fonctionne, mais parfois aussi, voilà, il y a une menace perpétuelle de crise dans un sens ou dans l'autre, sécession des élites ou irruption démocratique un peu incontrôlée, enfin voilà, c'est du Manin à la pelleteuse. Hein. Et le troisième élément, alors je suis content parce que moi j'ai pas cité Rancière et Castoriadis, c'était un peu mes cartes joker, mais vous l'avez fait tous les deux. Mais bon, moi, ma réponse à titre personnel à la question la démocratie est-elle en crise serait encore utile fallu pour que la démocratie soit en crise que nous soyons en démocratie. Et j'ai pas du tout l'impression que nous soyons dans une démocratie en quelque sens qu'on puisse entendre ce terme. Voilà, parce qu'il y a tout un tas de constats, parmi tout un tas d'auteurs qu'on a cités, sur le fait qu'on est dans des démocraties imparfaites, inachevées, défaillantes, etc. Moi, je ne partage pas ce type de constat. Je pense juste qu'on est dans des oligarchies de droit, des oligarchies libérales, qui ne sont pas du tout la même chose que des régimes autoritaires. Mais je pense qu'on est très très loin d'un régime démocratique tel que je peux me l'imaginer. Mais a-t-il seulement existé, hein? On pourrait en donner plein d'exemples à petite ou à moyenne, disons, taille. Vincent Peillon. Oui, moi je pense par rapport à votre génération, le sentiment que j'ai, d'abord je souscris à ceux qui disent, bon alors là c'est la crise généralisée, c'est le livre de Myriam Revola. Il y a la crise financière aussi, que les philosophes oublient souvent, mais elle est importante, la crise financière, la crise économique, etc. Bon. Mais en réalité, et y compris la crise personnelle, hein, l'intériorisation, la bobologie, etc., si vous prenez le spleen des romantiques au moment 1830 où justement émerge vraiment le libéralisme de Benjamin Constant, le socialisme des premiers mouvements, le républicanisme, c'est la crise, mais c'est un vieux monde qui s'en va et c'est un nouveau monde qui a du mal à émerger. Et quand on vieillit, c'est difficile de quitter la scène, c'est très difficile. On a un peu mal au dos, on a un peu un truc, on voit moins bien, on est obligé de mettre des lunettes et on se dit et on devient pessimiste, c'est la crise, les jeunes ne sont plus ce qu'ils sont, etc. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je vois mes amis vieillir très conservateurs, très réactionnaires. Mais dans le fond, c'est parce que leur vue baisse, à mon avis. Et c'est vrai, mais vous ne vous rendez pas compte, se lever le matin et puis voir les couleurs de la même façon. Allez-y, vous verrez, c'est un truc. Alors on se réunit entre vieux, on dit « Ah là là, tout fout le camp, c'est plus possible. » C'est nous qui foutons le camp doucement, en fait. Tout doucement. Et vous êtes là. C'est ça aussi être un républicain. C'est conjuguer le pessimisme des analyses, parce qu'il faut voir les réalités, domination de toutes sortes, etc., mais quand même l'optimisme de la volonté. Hein, parce que si on est juste là pour dire gna gna, on est dans des pays totalitaires, on est ceci, il n'y a plus rien. Non, on parle librement, on agit librement, on prend ses responsabilités sur la scène publique et on fait des choses. Et vous allez avoir des choses extraordinaires à faire. Parce qu'évidemment, c'est nouveau, la crise écologique. Moi, il y a 40 ans, on n'en parlait pas du tout. Je faisais mes études. On parlait du féminisme. C'est vraiment des nouveaux féminismes. Donc vous allez avoir à faire plein de trucs, mais comme d'autres avant vous. Et les plus vieux, ils vont vous dire, mais on l'a déjà vécu aussi. Ils disent, attends un peu, mon gars, c'est pas ton tour. Nous embête pas. Moi, j'ai toujours dit au Parti socialiste, il y avait des tas de courants. C'était formidable. Mais il y avait une alliance, les vieux contre les jeunes. Vous pouviez être de tel et tel courant, ils avaient tous dit, attends un peu ton tour. C'est comme ça qu'on a été des bébés Jospin jusqu'à 55 ans, par exemple. Donc, c'était parce qu'il y avait une gérontocratie aussi dans la société qu'on vit. Dans le truc, il y a une gérontocratie dans l'université. Mais vous, alors, il ne faut pas se laisser gagner par ça. Il faut les identifier, ces crises, bien entendu. Mais ces crises, c'est un peu comme... Je disais, oui, mais la crise, c'est aussi la crise de croissance. La crise d'adolescence, ce n'est pas un truc auquel on s'arrête. C'est un truc qui vous construit, la crise d'adolescence. Ceux qui n'ont pas fait de crise d'adolescence, ils sont emmerdants, terribles après. Terrible. Faites une belle crise d'adolescence. Faites une belle crise de... Et vous grandissez comme ça. Et je crois que c'est en fait... C'est l'affaire. Oui, il y a beaucoup de choses nouvelles. C'est tellement ridicule. On n'ose même plus parler à ses propres enfants. Il y a 30 ans, il y avait... Alors, si vous parlez, moi, je suis fils de communiste. Le mur de Berlin. On se séparait, je lisais un roman là sur... C'est un monde, j'en parle à mes propres enfants, ils me regardent, ils me font bon, écoute, arrête, parce que là, on ne comprend pas de quoi tu parles. Mais nous, on a été construits là-dedans. Donc ça va vite. Et puis nous, à un moment, on se dit, tiens, je suis un peu... Voilà, c'est pas ça qui les intéresse. Ils n'écoutent pas la même musique, ils ne regardent pas les mêmes trucs. Regardez, moi, quand je suis élu député, il n'y a même pas ça. Donc on attend, on arrive au bureau, il y a une secrétaire, il y a la liste des messages, des gens à rappeler, etc. J'ai écrit ma thèse sur une vieille machine à écrire. Alors on ne va pas faire des leçons à des gens qui... Vous voyez ? Donc crise, oui, multiple, mais surtout la crise, c'est toujours la même.
Le vieux qui met du temps à mourir et le neuf qui met trop de temps à émerger. C'est ça la crise. Et le neuf à émerger, ce ne sera pas nous, on va transmettre ce qu'on peut, ce sera vous. Et ça, c'est fascinant, c'est génial. Message d'optimiste, amusez-vous, bousculez-nous, avancez. Bon, le programme est fixé. Alors les filles, on a encore des questions avant de finir. Alors, merci pour cette réponse. Serge Audier nous parlait tout à l'heure de devoir de désobéir. Et donc, je vais poser une question qui va s'adresser à vous, Monsieur Cervera Marzal. Ah oui, il a la pancarte, lui. Puisque vous y êtes intéressé, quelle doit être, selon vous, la place accordée à l'expression politique qu'est la désobéissance civile et quelle est sa place dans la République ? C'est là que dans la République, j'aurais vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question. Dans la démocratie, c'est plus facile. C'est-à-dire que, effectivement, moi j'ai fait tout un travail, et pour le coup c'était un travail plus philosophique en fait, en essayant d'aller comprendre si la désobéissance civile constituait, comme on l'entend quand même assez régulièrement, une menace pour la démocratie, au sens où celles et ceux qui désobéissent seraient facteurs de désordre, seraient des personnes, on a parlé d'individualisme aussi, c'est-à-dire des personnes qui revendiquent finalement, en refusant de se soumettre à la loi, revendiquent une forme de droit de veto individuel, qui sont présentés finalement comme des citoyens qui ne sont pas à la hauteur des devoirs qui sont les leurs. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'aller tout simplement plonger dans les écrits des grands acteurs de la désobéissance civile, historiquement Gandhi, Martin Luther King, qui ont beaucoup plus été abordés par les historiens comme des grands leaders mouvement de décolonisation, mouvement des droits civiques, etc. Mais ils ont assez peu intéressé les philosophes. Les philosophes, quand ils se posaient la question de la désobéissance civile, ils allaient lire des philosophes, en fait, avec un espèce de corporatisme comme ça. Comment ? Bah oui, on fait toujours ça, mais c'est normal, on est formé. Pas que les philosophes, mais en l'occurrence, ça posait un problème, c'est que les philosophes, alors qui se sont intéressés à cette question de la désobéissance civile, n'étaient pas, comme ce que j'évoquais à l'instant, d'affreux conservateurs qui s'opposaient comme ça catégoriquement à la désobéissance civile. C'était même plutôt, quand on pense à des gens comme John Rawls ou Jürgen Habermas, des intellectuels, d'ailleurs plutôt classés à gauche, en tout cas du côté d'un socialisme démocratique ou de la social-démocratie, et qui avaient fourni des défenses, des justifications, pour reprendre le terme de Rawls, théoriques de la désobéissance civile. Et ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est d'aller reprendre un petit peu leurs arguments et de voir qu'en réalité, bien plus que de légitimer les actions de désobéissance civile, ils les restreignaient, ils leur imposaient une série de conditions extrêmement sévères, comme par exemple le fait que pour qu'une action une action de désobéissance civile soit légitime, il faut préalablement avoir utilisé toutes les voies de recours légal. Ça, c'est une condition qu'on trouve chez Rawls comme chez Habermas, c'est-à-dire vous n'êtes fondé à aller par exemple vous installer dans une forêt qui doit être rasée pour construire un nouveau parc aquatique, seulement si d'abord vous avez commencé par voter pour Europe Écologie. Après, vous avez fait une manifestation. Après, vous avez fait un recours en justice. Après, vous avez fait une pétition. Après, etc., etc. En fait, le temps que cette condition d'ultime recours pour la désobéissance civile, on voit bien la façon dont elle est. Là, le parc aquatique, il est déjà construit. Voilà, exactement. Voilà. On voit bien, et face à l'urgence écologique, effectivement, il y a quelque chose qui colle pas. Et quand on examine un peu, il y a tout un tas d'autres critères qui posent comme ça problème. Et donc, le travail que j'ai voulu faire était de finalement un peu aller titiller ces philosophes, ces intellectuels que j'appelle des faux amis de la désobéissance civile, qu'en fournissent une justification qui en réalité, me semble-t-il, une forme de domestication. Alors, c'est pas parce qu'il connaît très très bien le sujet qu'il ne faut pas intervenir derrière lui. Je voudrais continuer mon laïus de tout à l'heure, en fait. Ah bon ? Oui. C'est ça, les gâteux. Donc, en tenant compte de la désobéissance civile. Non, mais sérieusement, il y a tout ce qui est vrai, mais quelque part, là aussi, je voudrais transmettre ça. On n'a jamais autorisé les gens à prendre leur liberté ou à prendre leurs droits. Que ce soit les femmes, que ce soit vos arrière-grands-parents, la retraite, le droit de vote, etc. Alors aujourd'hui, c'est la bobologie. Mais les gens se sont battus pour ça. Quand je dis battus,
C'est-à-dire qu'il y avait déjà des policiers qui leur envoyaient voilà, c'était comme ça. Honnêtement, on a été aussi occupé par les nazis, il a fallu se battre. Bon, il a fallu. Donc, il y a un moment où il faut comprendre qu'il y a deux sens de cette affaire. Il y a un mode de résistance traité par un certain nombre de gens, et puis il y a une conception beaucoup plus large de ce qu'est effectivement la vie en société. Vous voyez bien les jeux sur les mots. On est toujours le terroriste de quelqu'un, on est le gaucho de quelqu'un, on est le ceci, etc. On disqualifie les gens par des mots. Mais la réalité dans les combats, dans les avancées sociales, c'est qu'elles n'ont jamais été octroyées. D'ailleurs, même honnêtement, moi, il faut me réclamer l'argent de poche, je ne le donne pas naturellement. Voyez, donc il faut venir et dire, voilà, on veut ça. Et tous les gens qui pensent qu'il n'y a pas de violence dans une société, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, parce qu'il y a beaucoup de violence dans une société. Ça peut être la violence des hommes à l'égard des femmes, on l'a évoqué. Ça peut être la violence des riches à l'égard des pauvres, ce qu'évoquaient même nos manuels républicains de la Seconde République. Le riche va manger le pauvre, c'est pas nouveau cette affaire-là. Bon. Mais si le pauvre pense que c'est pas bien, qu'il a envie de manger aussi un peu, etc., le riche va pas lui dire naturellement, ben viens, on va tout partager, c'est formidable, je vais te donner. C'est vrai aussi entre les pays riches et les pays pauvres. Donc la politique, la vie en commun, c'est toujours de la conflictualité, c'est de la violence. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Et à partir de là, il faut bien comprendre aussi que ce que certains appellent la désobéissance, mais bien entendu, c'est toujours de la désobéissance. Un chercheur, un bon chercheur, c'est quoi? C'est un type qui a lu 100 livres, il va répéter dans le 101e ce qu'il a lu dans les 100. Non, ça c'est un mauvais. Le bon, c'est le type qui à un moment va dire, toi, vous avez dit ça depuis un siècle, moi je veux dire autre chose. Il désobéit. Mais il désobéit. Einstein a désobéi. Ben, évidemment, il a inventé une théorie tout à fait nouvelle. Toutes les révolutions scientifiques sont des actes de désobéissance civile. Galilée est un grand désobéissant. C'est comme ça que ça avance. Donc dans cette affaire, il faut aussi se dire, la liberté dont on parlait tout à l'heure, elle est toujours comme ça. Les gens ne vont pas vous dire, voilà, je vais, c'est la servitude volontaire, je vais faire exactement ce que vous me dites et les choses avancent comme ça. Mais pas du tout. Et toujours les premiers, les pionniers, ce que j'appelle les républicains de la veille, on a toujours cherché à les disqualifier. Toujours à les disqualifier. Surtout ceux qui se mettent après dans leurs chaussons. C'est des types qui montent aux barricades, c'est des types qui font, etc. Ils font n'importe quoi, ils font des sit-ins. Mais c'est comme ça que les choses avancent. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de ça. C'est-à-dire que tout le monde essaye dans le fond, de pénaliser la violence, sauf une certaine violence d'État qui est assez bien portée en ce moment. Mais non, en réalité, des mouvements qui portent de la violence, c'est ceux qui ont construit les démocraties. Voilà. Après, il faut trouver des formes de légitimité, mais ça n'a jamais été, et c'est faux de raconter aux gens que ça a été donné. Vous parliez de la révolution de 48 qu'il faut réestimer. C'est des massacres du début à la fin. Du début à la fin, de février à juin, après, c'est des massacres. Bon. La Troisième République, le Bordelot vient de sortir, je le place chaque fois, un très beau livre qu'on n'a pas voulu traduire en France sur les oppositions au sein du monde républicain, sur les lois constitutionnelles de 1975. Mais c'est toujours des choses qui sont extrêmement violentes. Il y a un camp qui non seulement va éliminer l'autre, mais derrière, il va écrire l'histoire où il va faire que l'autre soit oublié ou travesti. Je vous prenais l'exemple de Louis Blanc tout à l'heure. Tout le monde, encore, je lis des bouquins, les types disent Louis Blanc qui a fait les ateliers nationaux. Donc on figure Louis Blanc comme un homme qui, si vous voulez, faisait déjà de tout le monde des fonctionnaires, etc. Ça a été fait par ses ennemis contre lui, on a tous les textes. Lui faisait des ateliers sociaux, ce qui n'a rien à voir, avec des coopératives, etc. Mais l'histoire, depuis un siècle et demi, raconte quelque chose qui est un mensonge. C'est l'histoire de France, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge pourquoi? Parce qu'il a perdu. Même l'histoire est violente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on réécrit l'histoire sans cesse. Pourquoi on réécrirait l'histoire sans cesse si elle était objective, avérée? Chaque génération doit réécrire son histoire. Parce que c'est aussi un conflit dans l'histoire. Et à ceux qui dominent à un moment, ils écrivent l'histoire à leur façon. Si vous voulez à un moment faire entendre une autre voix, vous allez être obligé aussi d'écrire l'histoire différemment. Bon. Donc cette histoire de désobéissance au sens presque très, très normé, très, très, très figuré intellectuellement qui est évoqué, oui. Mais derrière, il faut toujours avoir l'idée, et moi j'y insiste beaucoup aujourd'hui, que rien n'a été conquis de progressiste autrement que dans des combats et dont on disait c'est des violents. Jamais, rien. Aucun droit social, aucun droit démocratique. Tous ont été l'objet de combats. Tous. On peut d'ailleurs ajouter que la Sacrée République a été fondée par un désobéissant civil. Hein. Coup d'État, on avait dit. Non, mais je parle de la... Hein, je parle de 1940, hein, et puis ensuite de 58, mais de 40. La restauration de la République après la guerre. Yves Deloy,
Pour conclure, peut-être, hein, en tant qu'ancien directeur de la maison, et puis... Ouais, je fais partie de la gérontocratie universitaire. Hein, voilà. Balle au centre. Bon, alors, moi, je pense que si on se projette, je dirais, dans une éthique républicaine, on ne conclut pas un débat. Dans une éthique républicaine. C'est une façon de parler. Hein. C'est une façon de conclure rapidement, surtout pour moi. Et puis, plus encore, je dirais, on n'applaudit pas une communauté comme celle-là. Et je fais référence, je l'évoquerai avec les étudiants que j'ai en théorie politique bientôt, Léon Gambetta, grand leader républicain s'il en est. Gambetta, lorsque vous lisez ses discours, hein, que Joseph Reinhardt a condensés, hein, il faut lire en fait, bien sûr le discours, mais ça c'est ce qu'on fait tous, mais il faut lire le paratexte du discours, dans lequel effectivement Reinhardt rappelle les conditions dans lesquelles s'est développé le discours, le meeting, la conférence de Gambetta. Et on constate que Gambetta, c'est un orateur brillantissime, avocat, mais brillantissime homme politique. Donc adulé par ceux qui vont le suivre. Et Gambetta réagissait systématiquement en évoquant le fait qu'on n'applaudit pas un tribun républicain. Pour une raison très simple, c'est que applaudir, c'est déjà remettre à autrui une partie de sa raison. Et je pense que quelque part, si on pouvait poursuivre ce cheminement-là, on serait effectivement en capacité de restaurer la République. C'est une conclusion qui n'en est pas vraiment une, mais il est 18h55. Oui, enfin Yves, moi j'aimerais bien qu'on applaudisse quand même nos étudiants quand même. C'est de la désobéissance civile. Voilà, et je voudrais aussi remercier nos intervenants pour la qualité de leur participation. Merci beaucoup à tous les 4, à tous les 5 avec Yves. Merci à tous. On a un petit peu débordé, mais... Voilà. Bonjour, monsieur. On a tant parlé. En positif. Bonjour. Oui, merci à toutes et à tous. Quelques mots de conclusifs. Je vais être très très court puisqu'évidemment tout ça était précis. J'ai vu ça avec Lisa. D'abord, évidemment, merci à nos hôtes, à Sciences Po. Je crois que ça fait 1 an qu'on y travaille avec l'équipe de Dominique Darbon, de Mazarine, Mazarine Pinjot, de Nelly Couder, que je n'ai pas vu ce soir, et de Lisa Divita qui, depuis le début, accompagne ce beau projet. Je vois que le nouveau directeur, Dominique Darbon, est là-haut. Donc merci à l'ensemble des équipes de Sciences Po qui nous ont fait l'honneur, l'amitié de nous accueillir pour cette demi-journée qui a été organisée autour de 3 tables rondes. Nous avons d'ailleurs 2 anciens directeurs au fond. Hein, c'est ça. Robert Lafort, Pierre Sadran, qui sont là, qu'on salue. Et voilà, qui sont là aussi et qu'on a publié, je suis désolé encore une fois, qu'on va publier, on sort un bouquin hommage sur Robert Lafort dans 3 semaines, et on a publié Pierre Sadran il y a quelques années, 2-3 ans, je crois. Donc merci à l'ensemble des intervenants de ces 3 tables rondes qui nous ont fait l'honneur, certains de venir très très loin. On a parlé de Belgique, de Paris, de Lille, etc. Merci à Timothée Duverger, donc, qui a eu l'avantage d'animer la première table ronde sur l'anti-utilitarisme en sciences sociales et l'ESS, autour du MOS, évidemment, avec Marilyn Philippi également, qui était à nos côtés. La deuxième table ronde était consacrée à des grandes questions réchauffement climatique et questions sociales, qui était animée cette fois par Hubert Delzangle, et enfin la dernière ici animée par vous et le partenariat avec Sud-Ouest, Christophe Lucet. Donc merci à tous, vraiment. Je me permets quand même de dire que cette réalisation n'a pu se faire évidemment sans l'appui de la petite équipe du Bord de l'eau. Le Bord de l'eau a 30 ans, on s'en est aperçu récemment en faisant des livres. Je dis souvent, on est éditeur et c'est la figure du cycliste qui s'arrête de pédaler et qui tombe. Nous, si on s'arrête de faire des livres, j'ai bien peur qu'on tombe. Donc merci pour ceux qui nous font confiance, celles et ceux qui nous font confiance. Je ne vais pas rajouter du Bord de l'eau parce que Vincent, Serge, Fabienne, Manuel ont fait le boulot aujourd'hui plus que de raison. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a pu donner corps à ce que l'on fait depuis 30 ans. 1200 références au catalogue. Voilà ce que c'est qu'un éditeur en région de sciences humaines. Je vais me permettre une chose aujourd'hui, qui est devenu un éditeur de référence. Ça a été dit 1000 fois sur quelques idées, notamment le socialisme démocratique,
sur lequel on travaille avec Vincent depuis plus de 20 ans maintenant, mais sur d'autres questions. Merci encore à toutes et à tous. Et je vous propose, après les cadeaux, parce que ça c'est le rituel Sciences Po, il y a un cocktail qui vous attend dans le patio pour finir en convivialité. Et c'est mon clin d'œil au Maussien et à notre maître à tous, enfin je parle pour moi, Alain Caillé, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Et je dis aussi que ce cocktail, et c'est la raison pour laquelle on a voulu relier un peu toute la formation, est servi, proposé par le lycée professionnel Flora Tristan de Camblanne, la formation professionnelle. Il paraît qu'ici on fait de la formation intellectuelle, donc finalement les deux bouts de la chaîne de ce que nous faisons. Vous avez parlé d'élever des élèves était important, ce que font les profs est aujourd'hui tenu, enfin j'espère. Merci à tous. Merci Jean-Luc Dessy, merci beaucoup de ces mots de conclusion. Donc rendez-vous dehors pour un pot convivial.